Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir au sein de l'Arena Webedia pour cette deuxième édition de Culture Gaming, un événement co-organisé par Webedia et CB News. Nous sommes ensemble à distance pour 2 heures d'échange afin de mieux cerner les enjeux et perspectives qui entourent la pratique des jeux vidéo et de l'e-sport. Et en compagnie de nos invités, nous allons tenter de décrypter cet engouement qui influe tellement sur le comportement du grand public actuellement et qui bouleverse quelque peu également le paysage culturel, mais aussi démontrer à quel point l'univers du jeu vidéo peut être une formidable source d'inspiration pour de nombreux secteurs. Alors nous avons baptisé ce rendez-vous Life is a Game et vous allez découvrir aujourd'hui à quel point cette affirmation fait sens aujourd'hui. Pour débuter cette matinée, je vous propose bien évidemment d'accueillir Michel Benzeno, directrice générale de Webedia, et Frédéric Roy, directeur de la rédaction de CB News. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, très bien. Tant mieux. Frédéric, CB News organise régulièrement des événements sur des thèmes qui anticipent les tendances. Vous êtes donc convaincu des bienfaits du mariage entre les jeux vidéo et le monde de la communication? Oui, absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la deuxième édition de Culture Gaming. La première fois, c'était pour un peu acclimater les deux mondes de la communication et du jeu vidéo l'un à l'autre, les faire connaître. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus trop de problèmes pour les faire connaître. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé cet événement Life is a Game, parce qu'effectivement, les frontières sont tombées entre la pub et le jeu vidéo, entre la communication et le jeu vidéo. Ce sont deux mondes qui s'interpénètrent, et je pense que ce matin on va avoir des tas d'occasions de le prouver et de le démontrer. Je pense qu'on va avoir une matinée passionnante. Je précise qu'elle sera poursuivie pour ceux qui s'intéressent dans les pages de CB News, bien sûr, mais je vais surtout laisser la parole à Michel qui va nous parler de Webedia. Alors justement, Michel, comment Webedia se positionne sur le jeu vidéo en France et à l'international? Alors déjà, bonjour à toutes celles et ceux qui se connectent. J'espère que vous serez nombreux malgré la distance. Et puis tu le disais, mais on est ravis de pouvoir vous accueillir en live dans cette arena. Et puisque tu me poses la question, c'est vrai que cette arena est assez, je dirais, représentative de notre positionnement en tant qu'acteur majeur de la création française, leader dans l'univers du divertissement et des loisirs. Et puis sur le jeu vidéo et l'e-sport, on est aujourd'hui leader européen, mondial, on l'espère bientôt. D'une part, au travers de nos activités d'éditeurs, l'ensemble de nos sites éditoriaux présents dans l'Europe et dans le monde entier. Et puis, c'est vrai que comme le gaming est toujours un indicateur avancé en termes de tendance, nos communautés de gamers ont vraiment évolué, consomment de plus en plus de vidéos, ils se sont déplacés sur YouTube, consomment beaucoup de live streaming. Et c'est pour ça qu'en fait, on a aussi migré et diversifié nos activités. On est passé d'un statut d'éditeur à un statut de producteur. Et voilà, le lieu le représente bien. À la fois producteur audiovisuel, puisqu'on a créé nos propres chaînes de télé, ES1, première chaîne e-sport en France, le stream, évidemment, avec l'avènement de Twitch. Et puis aussi, je dirais, l'organisation d'événements, de tournois, de compétitions, pour donner finalement, je dirais, la meilleure expérience de jeu à nos communautés, que ce soit sur nos sites, que ce soit au travers de nos talents, nos créateurs, nos streamers et puis nos propres chaînes de télé. Et je dirais juste un mot pour finir, parce que ça nous tient à cœur. C'est vrai on se considère chez Webedia comme un acteur majeur au cœur de la filière. On contribue depuis des années au désenclavement du gaming, donc on est heureux d'être là aujourd'hui pour positiver le jeu, donner des meilleures expériences à nos communautés. Et puis à la fin, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeux, que l'engagement de nos communautés soit encore plus dense, plus intense, et à la fin, in fine, pour nos éditeurs partenaires, faire de nos médias des prescripteurs en matière d'achat de jeux vidéo en France et dans le monde. Alors l'année qui vient de s'écouler était un peu particulière, tu le sais. Comment avez-vous géré la crise sanitaire depuis le premier confinement, tant d'un point de vue éditorial qu'en termes de production? Alors comme tout le monde, il a fallu être agile. Je ne vais pas dévoiler les chiffres, mais c'est vrai que la crise du Covid n'a fait qu'amplifier la révolution qu'on vit sur cette industrie. On a assuré en fait toutes nos productions audiovisuelles et événementielles qu'on a réalisées entièrement à distance pour nos chaînes de télé, mais pour d'autres partenaires, je pense par exemple à beIN Sport. Et puis par ailleurs, une chose dont on est fier et qui va probablement cranter bien au-delà de la crise, le jeu vidéo est devenu, pendant cette crise, un outil social qui a permis de maintenir le lien entre les communautés, sa famille, ses amis. Et le jeu vidéo, c'est fondamentalement ancré dans des valeurs, je dirais, solidaires, d'entraide,
inclusive, positive. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les initiatives qu'on a prises chez Webedia, mais néanmoins, on a organisé des compétitions solidaires autour de Fortnite pour du don du sang. Tous nos talents, nos créateurs ont relayé les gestes barrières. On s'est même improvisé, on a lancé une école sur le Stream School en donnant des cours de sciences nat, et oui, et d'histoire par le prisme du jeu vidéo. Et puis enfin, moi j'ai adoré l'expérience d'Animal Crossing puisque tous les musées sont encore fermés malheureusement. Et on a organisé une visite virtuelle avec le guide qui était là, du musée de sciences naturelles à Angers. Donc voilà, aujourd'hui on peut dire que le jeu vidéo fait partie je dirais, du prisme et de l'évolution en termes d'inclusion et de positivisme. Alors justement, on continue sur le jeu vidéo. Quelle tendance voyez-vous émerger autour du jeu vidéo et pensez-vous que la relation des consommateurs aux jeux vidéo va changer durablement, y compris en sortie de crise? Alors enfin, ça fait des années qu'on le raconte, mais le jeu vidéo s'est totalement démocratisé. C'est devenu le premier loisir en France. C'est aussi devenu la première industrie mondiale, loin devant la musique et le cinéma. Et il n'y a plus aucune question autour de êtes-vous gamer. On est plutôt à se poser la question de à quel jeu tu joues, vu la multiplicité des jeux aujourd'hui. Nous, on est ravis de cette démocratisation parce qu'on sent et on pense que le jeu vidéo devient le ciment de toutes les influences culturelles, la musique, le cinéma, les séries, le sport, la mode, et que ça va continuer encore pendant de nombreuses années. Et je finirai juste sur une déclaration de Roselyne Bachelot qui nous a fait chaud au cœur pendant la cérémonie des Pégases et qui décrète que le jeu vidéo est une expression culturelle, évidemment qui a toute sa place au sein du ministère de la Culture. Et donc moi je dis à bon entendeur. Roselyne Bachelot qui se décrétait la ministre du jeu vidéo, ici même sur ce plateau. Merci beaucoup, Michel, Frédéric, pour ces Merci. quelques mots d'introduction. Restez avec nous. L'événement ne fait que commencer, bien évidemment. D'un divertissement solidaire et confidentiel, le gaming a peu à peu dépassé ses frontières pour finalement s'imposer comme la première industrie de divertissement mondial. Avec les confinements, il s'est même mué en véritable plateforme sociale. Pour nous en parler, nous accueillons donc aujourd'hui notre premier invité, Julien Villedieu, délégué général du Syndicat national du jeu vidéo. Bonjour Salomé, très bien et vous? On se vous voit, je suis désolée Julien. Est-ce que tu préfères qu'on se tutoie? On fait comme tu le sens. Ouais, on se tutoie, allez, c'est le matin. Peux-tu du coup nous présenter le SNJV et ses actions? Bien sûr, donc le Syndicat national du jeu vidéo, c'est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises de conception de jeux vidéo en France, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur de la création jusqu'à l'édition de jeux vidéo. C'est à peu près en France 1300 entreprises, dont 500 qui font principalement du développement. Notre rôle, c'est d'être l'interlocuteur des médias, des pouvoirs publics, du grand public sur toutes les questions qui touchent à l'industrie, c'est-à-dire à la création. Donc l'envers du décor, puisqu'on a souvent l'habitude de parler du jeu vidéo d'un point de vue marché, d'un point de vue consommation. Nous, on se positionne vraiment sur ce qui crée de la valeur, ce qui crée de l'emploi finalement et ce qui fait rayonner cette culture à travers le monde. Alors comment expliques-tu cette année record pour le jeu vidéo en France et la dimension sociale qu'il a prise en 2020? Le jeu vidéo, d'abord, d'un point de vue marché, a totalement explosé à la faveur d'une période qui était extrêmement bénéfique. Lancement de nouvelles consoles, des jeux très attendus aussi. On a vu Animal Crossing, Cyberpunk, donc des grosses franchises qui étaient très attendues par le public. Et puis un développement du jeu mobile extraordinaire, plus 16% en une année, c'est du jamais vu. Donc vraiment, du point de vue des écosystèmes, c'était une année qui était attendue et une année qui a permis de faire décoller ce jeu vidéo. Ensuite, du point de vue des pratiques, ça a été dit précédemment, le jeu vidéo s'est démocratisé. Je dirais même que le jeu vidéo était déjà, en termes de pratique, une industrie culturelle à part entière, mais c'est vraiment ces chiffres qui l'ont démontré. On a joué socialement, on a joué finalement à distance avec ses amis, et le jeu vidéo a permis de rompre l'isolement, a permis de rompre aussi, de réduire ces distances sociales qu'on nous impose depuis un an. Et donc, ça a été vraiment un révélateur, je pense aussi, pour pas mal de gens qui n'étaient pas forcément rompus à ces pratiques. Alors justement, aujourd'hui, Michel nous l'a dit en introduction, tout le monde est gamer. Est-ce que tu peux nous donner un peu le portrait robot ou alors le profil type du joueur qui a pas mal évolué depuis les années 80? Ouais, alors déjà, il faut oublier l'image de l'adolescent enfermé dans sa chambre devant sa console ou son ordinateur. Tout ça, c'est du passé. C'est même très loin derrière nous. En 50 ans, le jeu vidéo a créé vraiment une vraie mutation au niveau des pratiques. Aujourd'hui, on est plutôt sur un profil de joueur, on va dire au sens large, qui est autour de 39-40 ans, que ce soit d'ailleurs en France ou partout dans le monde. Donc vraiment une maturité au niveau des pratiques.
Alors évidemment, ça dépend des supports, ça dépend des types de jeux, ça dépend des moments aussi dans la journée. Ensuite, on a une majorité aujourd'hui d'équilibre entre les hommes et les femmes sur les pratiques, hein. 50% de joueurs, ce sont des joueuses, ou 50% de joueuses, ce sont des joueurs. Donc on peut se féliciter de cette parfaite mixité. Ce n'est pas le cas dans notre industrie, on a beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là, mais au moins du point de vue des pratiques, c'est ça. Et puis on a 2 tiers des Français qui jouent de façon occasionnelle. Donc c'est devenu vraiment une industrie culturelle à part entière, dans les pratiques et aussi dans l'esprit d'un certain nombre de responsables politiques et d'interlocuteurs qu'on a. Et tu le précisais tout à l'heure, la ministre de la Culture a dit qu'elle était la ministre des jeux vidéo, ici même. Donc on en est très fiers. C'est enfin quelque chose de positif. Enfin, une belle reconnaissance. Un regard peut-être sur les perspectives d'avenir de l'industrie. Vers quoi tend le secteur du jeu vidéo pour la décennie qui arrive? Alors j'ai amené ma boule de cristal. Non, c'est pas vrai. C'est très compliqué dans le jeu vidéo de faire des prévisions. C'est une industrie qui a dans ses gènes l'évolution, l'innovation, des mutations en permanence, que ce soit sur les modèles économiques, que ce soit sur les pratiques, que ce soit aussi sur les modèles relationnels avec les joueurs. Je dirais qu'il y a une tendance de fond qu'on observe maintenant depuis pas mal d'années, mais qui est en train de s'accélérer. C'est vraiment ce qu'on appelle le cloud gaming, ou l'accès du jeu vidéo à un catalogue à distance avec un abonnement, un peu ce qu'on a l'habitude d'utiliser quand on regarde de la VOD, quand on écoute de la musique. Ça, c'est vraiment une tendance de fond. Elle va s'installer à la fois dans les pratiques parce que les joueurs et les joueuses vont être habitués finalement à prendre le relais de ce qu'ils ont l'habitude de faire dans d'autres industries culturelles. Et puis aussi parce que les modèles économiques qui vont être proposés aux joueurs et aux joueuses seront probablement plus matures. Donc ça, c'est une tendance, on est quasiment certain de dire que ça va se développer et que ça va devenir quelque chose d'assez majeur. Et puis, je dirais que sur le mobile, il y a aussi une tendance assez forte, c'est celle du renouvellement des modèles économiques. On est passé des modèles premium, c'est-à-dire payants, à des modèles gratuits, ensuite à des modèles où on visionne de la publicité. Donc je dirais qu'on éprouve un petit peu tous les types de relations avec les joueurs et les joueuses. Probablement que de nouvelles choses vont être proposées dans ce cadre-là. Donc là aussi, on peut s'attendre à quelques belles surprises. Et puis évidemment, le développement des nouveaux écosystèmes, consoles, PC et autres, qui font que les années qui se présentent devant nous vont être de très belles années, en tout cas pour les joueurs et les joueuses, ça c'est certain. Merci beaucoup, Julien. Quelle belle boule de cristal aujourd'hui. On espère que toutes tes prévisions se réaliseront. Les jeux vidéo sont de plus en plus mis à l'honneur dans la culture populaire et sont une source inépuisable d'inspiration. Le gaming, un formidable vivier de talent, que ce soit par leurs compétences in-game, c'est-à-dire manette en main, ou alors grâce aux nouvelles plateformes d'exposition telles que YouTube et Twitch. Pour nous parler aujourd'hui de cette machine à fabriquer du fun, je vous propose d'accueillir Lénie Stern, fondatrice de Folks Theory, et Monsieur Poulpe, humoriste. Ben oui. Lénie, Poulpe, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Bonjour, Poulpe? très bien. Je suis désolé, j'ai pas fait de test, alors je dois garder mon masque. Après, c'est comme le HIV, moi je sais que je l'ai pas, mais j'ai pas fait le test. Donc c'est pareil pour le Covid. C'est incroyable, tu parles depuis 2 secondes et tu dis une connerie. C'est quand même merveilleux. Lénie, en quoi la pop culture est-elle une source inspirante pour créer des contenus engageants pour les consommateurs? Alors forcément, la pop culture, ça a toujours été très inspirant. L'idée, c'est pas tant de se réapproprier des phénomènes pop culture, mais que de faire partie de la pop culture, parce que c'est le meilleur moyen de faire partie des conversations, de créer de l'engagement, d'avoir une chance d'être partagé, repartagé, et pourquoi pas derrière, pour les marques, de créer leur propre phénomène. Poulpe, quel est à ton avis l'impact et l'influence du jeu vidéo sur la pop culture? Pour moi, le jeu vidéo fait partie intégrante de la pop culture. On le voit un peu à tous les niveaux, que ce soit dans les adaptations cinématographiques, donc soit au cinéma, soit en série. On le voit par exemple avec la série The Witcher sur Netflix, qui est complètement adaptée du jeu vidéo. On le voit aussi il y a Mortal Kombat, qui est le gros événement cinéma de l'été prochain. Il y a aussi, en termes de musique, il y a énormément de références aux jeux vidéo dans le rap. Mais par exemple, il y a eu un gros changement, je trouve, lors du premier confinement, qui était Travis Scott, qui a fait un concert en live dans Fortnite. Et quand ce truc-là s'est passé, je me suis dit, OK, là, on est au step d'après. C'est que, autant avant, on se disait, oui, le jeu vidéo fait partie de la pop culture, machin. Là, on est dans un croisement complètement dingue Souvent, les gens parlent on arrive à l'époque du non-linéaire, où tous les médias sont transverses et se mélangent dans tous les sens. Et là, je pense qu'on est vraiment là-dedans, où du coup, la pop culture et le jeu vidéo, et inversement. Et c'est hyper intéressant de voir qu'on peut créer à mort, comme disait Lénie, on peut créer des nouveaux formats, des nouveaux standards. Lénie, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Poulpe? Oui, non, je suis pas d'accord. Non, si, je suis complètement d'accord, en fait.
L'idée, c'est qu'effectivement, il y a une porosité et aujourd'hui, il y a plus... toutes les cultures se sont toujours inspirées de toutes les cultures. Et là, aujourd'hui, on considère que le gaming, c'est plus du tout une subculture, mais c'est vraiment une arme majeure de la pop culture. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle Mais vient de dire, mais après, on peut en débattre, oui, on bien n'a sûr. peut-être pas le temps, mais Non. ouais. Poulpe, la culture gaming est-elle une source d'inspiration dans l'humour actuel? Bah, bien sûr, en fait, le jeu vidéo, Non, après, bien sûr. je ne sais pas si Lenny est d'accord avec ce que je veux dire, mais le jeu vidéo est tellement, touche tellement les gens et toutes les générations que dans l'humour, évidemment, nous, quand on va faire des vannes, on va se servir de gens, enfin de références que tout le monde a. Et par exemple, faire une vanne sur FIFA ou sur maintenant Warzone, qui est un truc vraiment planétaire, on peut aller faire des vannes sur Verdansk et ça va parler quand même à beaucoup de gens quand on va faire une vanne sur Verdansk. Warzone, on le rappelle, qui est un jeu vidéo pour celles et Ah, ceux d'entre vous qui ne d'accord, on en connaissent est pas. à ce niveau-là d'accord. Oui, tout le monde ne connaît pas Ouais. Tu Warzone. t'adaptes pas assez. Je m'adapte pas du tout au public. En même temps, il n'est pas tangible, ce public. Il n'est pas palpable. Donc, on ne peut pas trop sentir la vibe, quoi. J'avais envie de vous demander comment a évolué le traitement du jeu vidéo et des gamers dans vos secteurs respectifs, Lenny. Alors, je pense qu'il y a encore quelques années, les gamers étaient considérés un peu comme des consommateurs passifs. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce sont vraiment des influenceurs actifs. Et c'est ça peut-être le plus gros changement. Si on regarde un peu dans le ranking YouTube, les 10 premiers, les 10 premiers influenceurs sont... il y a beaucoup de gamers, en tout cas, dans ces influenceurs. On s'est rendu compte de leur force de frappe, de leur pouvoir, justement, d'influence sur les audiences. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a du respect qui s'est installé, du respect pour leur communauté, du respect pour ce qu'ils font et du respect aussi pour leur créativité. On est parti d'une niche pour arriver à une hype, selon vous? Oui, en fait, c'était considéré comme une niche, malgré les chiffres, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le gaming, l'industrie du jeu vidéo, c'est beaucoup plus puissant que l'industrie de la musique et du cinéma réunis. Donc finalement, en fait, ça fait longtemps que c'est plus une niche. Mais aujourd'hui, dans la mesure où les marketeurs commencent à avoir 35-40 ans, ont grandi un petit peu avec cette culture du gaming, finalement, il y a une meilleure appropriation, il y a une meilleure identification et on se rend compte que ces gens-là sont représentatifs de la population, donc ont une vraie force d'impact. Et on l'a vu tout à l'heure avec Julien, et on le reverra un peu plus tard dans la table ronde, mais en effet, l'âge moyen du joueur aujourd'hui est aux alentours de 40 ans. Voilà, Mais fun non. fact. Et oui, le saviez-vous? C'est ton âge d'ailleurs, Poulpe. Oui. Oui. Comment a évolué le traitement du Quel jeu seigneur. vidéo selon toi et des gamers dans ton secteur? Est-ce que tu as vu un changement de regard sur les joueurs? Toi, tu as vraiment commencé il y a 15 ans, quand les joueurs étaient un peu mal vus. Bah ouais, moi j'ai commencé il y a plus longtemps que ça sur la chaîne No Life et à l'époque c'était comme tu dis une méga niche et c'était limite pas cool d'être geek quoi. Le mot geek était péjoratif en fait à l'époque et c'est vrai que par la pop culture, par les adaptations, les frontières poreuses dont parlait Lenny, si tu parlais bien de Tout ça en ça. parlant de frontières poreuses, tu parlais de business. Hein, Pas du jeu vidéo. d'accord. Et du coup, c'est vrai que le geek est devenu complètement mainstream. On le voit on le voit par exemple dans le métro, les affiches en 4x3, il y en a une sur deux, c'est du jeu vidéo maintenant. Et du coup, c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé, en termes d'opérations pub avec des marques, au début, c'était c'était vraiment très pointard. C'était des jeux vidéo très pointus en fonction de qui incarnait la pub, etc. Si tu allais être dans un truc un peu dark, on allait te proposer des jeux vidéo très sombres. Et voilà, il n'y avait pas vraiment d'ouverture. Et c'est vrai que quand je suis quand je suis arrivé sur Canal+, et quand j'ai commencé à faire du cinéma, etc., je me suis ouvert et je suis sorti de cette image de jeu vidéo. Pardon, je viens de vomir dans mon masque. C'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup plus de contrats pub de marques beaucoup plus grand public. J'ai fait une opération par exemple pour Seat pendant 1 an, qui est impensable à l'époque où j'étais sur No Life. Et du coup, maintenant, donc je me suis mis sur Twitch récemment. Je me suis remis. Alors moi, j'ai jamais arrêté de jouer aux jeux vidéo, mais disons que je le remontre à l'image que je joue. Et j'ai à nouveau des opérations pub avec des marques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, elles font vraiment confiance. En tout cas, les éditeurs font vraiment confiance aux créatifs. Ce que j'ai remarqué aussi quand j'étais dans le studio Bagel, où les marques proposaient des partenariats publicitaires avec les créatifs, mais lâchaient les clés aux créatifs. Et je pense que c'est là où c'est le plus intéressant pour le public, comme disait Lenny, c'est qu'il y a un vrai pouvoir d'achat. Maintenant, les geeks, c'est plus des gars dans leur chambre perdus, c'est que c'est des gens qui qui travaillent pour se faire de la thune
pour financer leur passion qui est le jeu vidéo ou autre chose proche. Donc du coup, c'est hyper intéressant de voir que on élève un peu le débat et on se dit ok, fabriquons ensemble et pour que ça soit vraiment l'artistique en premier, quoi. Lénie, est-ce que vous avez vu un changement de regard porté des marques sur les joueurs sur ces dernières années? Alors, sur les joueurs ou sur les influenceurs? Sur les joueurs en Non, général? sur les joueurs, mais qui sont maintenant des influenceurs, en fait. L'un va pas avec l'autre. Ah oui, oui, il y a toujours cette idée de respect en fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les respecte à la fois pour leur créativité, pour leur art, pour leur expertise aussi. On se rend compte que typiquement les compétences des joueurs sont hyper valorisées même dans les process de recrutement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que moi j'ai vu passer des CV avec joueurs professionnels de Fortnite, joueurs professionnels de League of Legends, et en fait ça en dit long sur la personnalité des gens. Ça en dit long sur voilà, leurs compétences, leur capacité d'adaptation, leur jugement stratégique. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est considéré comme plutôt un atout, un avantage concurrentiel qui n'est pas si déconnant finalement. Alors, on dit souvent que les marques doivent accepter un certain lâcher-prise lorsqu'elles travaillent avec les influenceurs ou alors sur le terrain de la pop culture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, alors après, ça dépend ce qu'on entend par lâcher prise, mais la réalité, c'est exactement ce que tu racontais. C'est qu'aujourd'hui, le lâcher prise consiste à non pas plaquer un discours, en tout cas forcer un discours auprès d'un influenceur, mais vraiment être dans une logique de co-création. C'est-à-dire que si on va chercher un influenceur, si on va chercher n'importe quelle personnalité, hein, que ce soit dans le gaming ou dans d'autres secteurs, l'idée, c'est vraiment de co-créer ensemble, de considérer l'influenceur comme un créatif et d'essayer d'être le plus fidèle, le plus authentique, en tout cas, au type de contenu que cette personne, enfin cette personnalité pourrait proposer à ses audiences. Et c'est en ça qu'on parle d'une certaine forme de lâcher prise. L'autre chose aussi, pour justement compléter cette notion de lâcher prise, c'est cette idée aussi de se comporter comme un fan, c'est-à-dire, et encore plus dans l'industrie du jeu vidéo. Je pense que quand on va présenter des jeux comme ça, quand on va présenter ces territoires qui sont quand même des territoires assez spécifiques. L'idée, c'est vraiment d'aller proposer une expérience de marque, mais qui s'inscrit parfaitement dans l'univers du jeu vidéo ou l'univers de l'influenceur, plutôt que d'essayer de bêtement plaquer un discours, voilà, un discours trop forcé. Et c'est en ça qu'on doit vraiment se comporter quand on est une marque comme un fan, et essayer de se mettre dans la tête justement d'un fan. Poulpe, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que les marques qui approchent des influenceurs et surtout des joueurs, des gamers, doivent s'adapter à sa vision ou alors doivent imposer, je sais pas, un format à Bah, créer? non, mais je pense qu'il y a deux. Avec le temps, maintenant, on a réussi à identifier. Alors, nous, du côté artistique, on a réussi à identifier ce qui marchait le mieux, en fait, quand on voit les réactions du public. C'est qu'il y a deux bonnes façons maintenant de faire. C'est qu'il y a soit un billboard bête et méchant avant la vidéo, avec l'annonceur présente, et après, on lâche la grappe au créatif et il fait ce qu'il veut, il fait son format comme d'habitude, et voilà. Et c'est hyper identifié et c'est même plutôt cool de montrer qu'une marque soutient le travail de quelqu'un. Et l'autre bonne façon, bah, c'est effectivement de lâcher, alors peut-être pas lâcher prise, mais en tout cas lâcher les clés, moi je dirais, et de dire voilà, approprie-toi ce dont nous on a besoin. Nous juste, on voudrait que on ressente telle valeur et telle valeur, mais fais-le dans ton truc en bonne intelligence. Et c'est un peu les deux bonnes façons de travailler avec des créatifs. Et après, il y a aussi le fait de, faut pas se limiter aux marques quand on parle de jeux vidéo, pas se limiter aux annonceurs liés aux jeux vidéo. C'est qu'on peut très bien faire maintenant rentrer des marques je sais pas, des serviettes Ouais. hygiéniques ou des sodas, mais le créatif va pouvoir faire venir ces trucs-là, ces éléments-là, dans son truc de gaming. C'est complètement possible. Lénie, vous avez fondé Folks Theory. Y a-t-il une Gamers Theory? Pardon, je suis très fière de cette question. Mais Désolée. ouais, Elle est vraiment bien, Salma, bravo. alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a une gamers théorie, mais en tout cas, ce que j'intègre dans cette théorie justement, c'est cette idée de donner les clés, en tout cas confier les rênes aux personnalités avec lesquelles je collabore. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Il y a aussi une notion de fidélité, je pense, qui est importante. Effectivement, essayer de multiplier, non pas de multiplier les opportunités et les one-shots, mais plutôt de créer une vraie relation de confiance entre les marques et les influenceurs. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel. On se rend compte que c'est payant aussi, et puis que finalement, ça donne beaucoup plus de poids et de légitimité au discours. Puis il y a une vraie image de générosité aussi. Et de générosité, c'est vrai.
Poulpe, peut-être ton petit conseil aux marques ou aux annonceurs pour approcher des influenceurs, des gamers, de manière à rendre le tout divertissant. Bah, il y a un vrai truc de c'est compliqué parce qu'il faut que la marque identifie le talent, qui représente un peu les valeurs de la marque. Donc il y a ce premier travail-là. Il y a aussi à l'inverse, c'est que, le talent peut aussi envoyer des espèces de bouées, on va dire, aux marques en disant: «Regardez, j'ai tel format, j'ai tel format». Moi, par exemple, avec, donc sur ma chaîne Twitch que j'ai créée il y a peu, je suis en train de développer plusieurs formats différents qui vont être adaptés justement à plusieurs types de marques différentes. C'est que par exemple, j'ai un truc très gaming, mais là, je suis en train de développer un truc qui va être plus sur le grooming homme, donc pour amener des marques de cosmétiques, mais aussi un truc de cuisine et un truc de jeux de société, etc. Donc, je suis en train de développer ça pour justement que des marques pas forcément gaming se disent: OK, je peux me positionner sur une plateforme qui est connotée gaming, mais ça sera pas gênant parce qu'il y a ce format-là qui me correspondra plus. Donc, c'est un peu un double truc. C'est que et les marques peuvent chercher, mais les créatifs peuvent chercher aussi. Lénie, peut-être pour terminer, votre conseil ou alors un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est continuer à s'intéresser en fait à cette industrie qui est en réalité qu'à ses débuts, je pense, et essayer de multiplier les ponts en fait entre justement, donc je vais reparler de porosité, entre toutes les industries parce que je crois qu'il y a beaucoup de créativité qui se cache dans justement les liens que pourrait continuer de tisser le cinéma, le gaming, la mode, et cetera. Enfin, tous ces univers, en fait, sont hyper liés. C'est hyper intéressant de continuer un peu à les rendre plus poreux. Ce sera le mot de la fin, Il poreux. faut vraiment aller chez un dermato parce que ça va Ouais. pas du tout. Lénie Poulpe, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je laisse à présent la parole à Tanguy qui, avec nos prochains invités, va se pencher sur cet essor du live streaming et sur l'incroyable attractivité qu'exerce notamment la plateforme Twitch sur les médias traditionnels. Et juste avant cela, je vous propose de regarder cette vidéo. Alors, ces 12 derniers mois, la succession des confinements a fait exploser la diffusion et la consommation de live de direct live sur Internet. Et de Twitch à YouTube, en fait, ces nouveaux modes de consommation bousculent finalement les chaînes classiques ou même les médias classiques, les médias traditionnels, qui cherchent par tous les moyens à pouvoir capter un nouveau public, de nouveaux spectateurs. Alors malheureusement pour eux, on se rend compte que c'est souvent plus difficile à faire qu'à dire. Et pour en parler, je vais accueillir tout de suite mes invités. Alexandre Nassar, bonjour. Vous Salut êtes Tanguy. Head of Content de Webedia. Je reçois également Domingo. Bonjour. On ne vous Bonjour. présente plus, animateur, streamer, qui est aujourd'hui à la tête de votre propre talk show, Popcorn, Tout dont à on fait. aura l'occasion de parler. Et également, nous accompagne en visio Caroline Balderou, directrice générale adjointe de la chaîne Arte. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, Alexandre, je le disais en introduction, ces nouveaux médias, notamment les chaînes de télé, on l'a vu récemment dans l'actualité, cherchent à pouvoir pénétrer l'univers du live streaming, notamment Twitch. Mais on se rend compte que pour cela, il faut quand même avoir du nez. Et même avoir du nez, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines règles ou codes à respecter. Alors, quelle est la bonne recette finalement? Ah mais si je savais. Non, il y a pas de formule magique, il y a pas de recette. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, la genèse de Twitch, faut surtout pas l'oublier, c'est, des gens qui jouent aux jeux vidéo en direct. Ça, c'est le point de départ. Mmh. À la base, il y avait Justin, TV qui était une plateforme où plein de gens faisaient plein de choses et puis ils ont basculé, ils se sont dit: «Il faut faire une plateforme dédiée au gaming parce que ça marche très, très fort». C'est Twitch. Ça, c'est le point de départ. Aujourd'hui, on sait que Twitch voudrait se diversifier, que beaucoup de médias plus traditionnels essayent de se positionner, en effet, comme vous l'avez dit, sur cette plateforme. Mais ce n'est pas si évident parce que cette plateforme a déjà une audience qui est déjà construite et a déjà ses propres codes. Donc aujourd'hui, arriver avec des codes de la télé ou des codes de la radio et essayer de se positionner sur une plateforme qui a des codes totalement différents et qui a une audience qui est totalement différente, c'est extrêmement difficile. Donc, quand on arrive sur Twitch, la première chose à savoir,
c'est qu'il faut l'appréhender avec beaucoup d'humilité. Parce que ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement qu'on peut avoir sur des plateformes traditionnelles et on peut avoir 15 ou 20 ans d'expérience. Je suis mieux placé pour le savoir. Moi, j'ai beaucoup travaillé en télé classique et en radio. Et je me suis occupé pendant un certain temps de la web TV de Webedia qui s'appelle Le Stream. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'est pas avec tout ce que j'avais accumulé comme expérience et comme certitude que j'allais pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup d'attention. Il y a en effet des choses qui viennent de la télévision et de la radio, des médias plus traditionnels qu'on peut adapter sur Twitch, mais certainement pas tout. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, je n'ai pas la formule magique. Mais en tout cas, Mais la vous y première travaillez. qualité en se positionnant sur Twitch, c'est d'arriver avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'écoute. Très bien. Cette humilité, Caroline, je me tourne vers vous maintenant. Vous la travaillez également chez Arte, mais vous êtes une chaîne qui a développé une politique assez innovante sur le web depuis des années. Vous vous intéressez aux jeux vidéo également depuis un petit moment. Vous avez lancé au début du mois un nouveau programme, un jour de play, qui concerne le jeu vidéo sur Twitch. Quelle est l'ambition pour Arte de ce programme finalement? Alors, oui, comme vous le disiez, Arte et le jeu vidéo, c'est une longue histoire. Ça fait maintenant 8 ans que Arte développe et coproduit des jeux vidéo avec des studios indépendants. Et donc, forcément, quand on a vu arriver Twitch il y a quelques années, on s'y est intéressé de près. On a beaucoup observé. Et puis, on s'est dit que ce qu'on avait envie de faire autour de Twitch, c'était d'abord d'aller à la rencontre de nouveaux publics, d'internautes qui ne nous connaîtraient pas et qui ne seraient pas spontanément venus voir Arte. Et ça fait partie de notre mission de service public, d'aller à la rencontre de nouvelles audiences. Et on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire sur Twitch. Donc, on a fait plusieurs tests. Et puis, on s'est dit que le meilleur angle pour aller sur cette plateforme, c'était de participer à démontrer la vitalité créative de la scène du jeu vidéo indépendant en France. Et que c'était vraiment là-dessus qu'on voulait aller. Et ensuite, notre intention, elle a rencontré en fait l'idée d'un créateur de talent, qui est un streamer qui s'appelle Cosmographique sur Twitch, et d'un producteur jeune et brillant qui s'appelle Igal Cohen. Et tout ça, ça a donné Jour de Play. Donc, Jour de Play, c'est en fait, on dit que c'est un talk show d'exploration vidéoludique. Et en fait, ce qu'on veut faire avec cette émission, c'est raconter le jeu vidéo comme un art. C'est-à-dire, on a des chroniqueurs et des experts qui viennent raconter leur point de vue sur le jeu vidéo et raconter ce que le jeu vidéo dit du monde et dit de la société qui l'entoure au moment où ce jeu vidéo est produit. Et donc, à partir de grands thèmes comme le traitement du pouvoir ou de l'espace dans le jeu vidéo ou encore de l'infini. Donc voilà, on est arrivé, comme le disait Alexandre, avec une posture assez basse pour vraiment comprendre comment fonctionnait la plateforme. On travaille avec des gens qui connaissent très bien cette plateforme, avec des streamers qui ont déjà leur communauté. Et puis, pour l'instant, on s'aperçoit que petit à petit, voilà, cette émission grandit. On est à la 3e diffusion. L'émission est diffusée un mercredi sur 2. Et on a des chiffres très prometteurs. Voilà, notre dernière Vous pouvez en émission dire a plus justement sur ces chiffres prometteurs? Ça représente combien de viewers sur les émissions jusqu'à maintenant? Eh ben, sur la dernière émission qui a eu lieu il y a 15 jours, on a eu 150 000 viewers sur l'ensemble des 2 heures et demie que dure le live. Donc avec un pic autour de 8 000 personnes. Mais donc on était très contents de Très ces satisfaisant, chiffres. ouais. Domingo, quand vous voyez cette agitation de la part des médias justement qui s'activent pour essayer d'atteindre cette audience plus jeune pour eux, quel est votre regard? Vous qui avez, je dirais, travaillé depuis très longtemps ce terrain-là, est-ce que ça vous heurte, ça vous agace, vous vous en félicitez? Non, 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 c'est plus peut-être un regard amusé, parce que forcément, moi, c'est mon terrain de jeu depuis 8 ans maintenant. Non, je trouve ça positif. Ça va, comme vous l'avez dit, avec le confinement qui a fait découvrir la plateforme à beaucoup de gens. Forcément, il y a un nouveau public qui va plus spécialement sur les anciens médias. Donc, les médias traditionnels se disent comment est-ce qu'on peut arriver, comment est-ce qu'on peut toucher ces gens-là. Arte le fait très bien d'ailleurs avec ses différents formats. Et non, je trouve que c'est plutôt positif. Ensuite, il y a la réalité de qu'est-ce qui a amené. C'est vrai qu'Arte a toute une logique depuis longtemps sur sa vision d'Internet qui, personnellement, j'apprécie beaucoup. Mais donc forcément, ouais, il y a toute une stratégie. On a vu d'autres chaînes qui ont tenté un peu plus d'y aller en cow-boy où ça n'a pas spécialement marché.
Donc je Pourquoi suis ça pas marchait pas d'après vous? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup ça a heurté la communauté de Tout Twitch? dépend, en fait, je pense que c'est une question de code qui a pu ne pas forcément être respectée. Ensuite, il y a aussi l'image qui parfois est adossée à certaines chaînes qui, forcément, quand elles arrivent sur Internet, c'est pas dingue. Mais un peu comme a dit Alex juste avant, il n'y a pas vraiment de clé du succès où par A plus B on peut réussir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les gens qui consomment Twitch ne se sont pas dit j'attends depuis le début que les chaînes de télé arrivent sur Twitch. Personne ne souhaite ça en fait. Mmh. Donc si elles arrivent, c'est très bien, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'elles y apportent, qu'est-ce qu'elles vont y faire? Et si jamais elles font du contenu qui est intéressant, là les gens vont aller regarder. Et c'est plus ça en fait le thème principal, et beaucoup de chaînes sont juste arrivées en se disant bah, en fait, si juste on a notre nom Ouais. qui est sur Twitch, ça va forcément marcher. La réalité, c'est que les gens, justement, beaucoup, ils sont partis de la télé parce que ça Ça les marchait intéresse pas, plus. hein. Quoi. Donc dupliquer un modèle existant est parfois, très, très compliqué. Caroline, est-ce qu'on peut estimer que pour Arte, ce saut créatif, que représente cette arrivée sur Twitch et la création de jours de play est une révolution pour, malgré tout pour la chaîne dans sa culture, en interne et avec sa façon ses habitudes de travailler? Alors en fait, Arte a fait sa révolution numérique il y a plusieurs années maintenant, hein, exactement comme le disait Domingo, on est présent sur, de très nombreuses plateformes. En fait, Arte, c'est pas simplement une chaîne. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut proposer, c'est un véritable bouquet d'offres, éditoriales. Donc vous avez la chaîne de télévision qui est pour une audience, relativement âgée, aujourd'hui. La plateforme arte.tv qui est une plateforme de vidéos, à la demande gratuite, et puis toutes les offres que nous développons sur les chaînes sociales, donc sur Snapchat, sur Instagram, où on crée carrément des fictions aujourd'hui qui sont développées pour Instagram. Et à chaque fois, on réfléchit vraiment à l'audience qui est présente sur ces plateformes, aux usages qui existent sur cette plateforme. Et forcément, effectivement, il y a des usages qui sont parfois, alors des petites révolutions, mais en tout cas qui sont tout à fait nouveaux pour les habitudes d'Arte anciennement. En tout cas, ce qui nous réunit tous, c'est l'ADN d'Arte. Et notre ADN, c'est de raconter des histoires, de décrypter le monde en racontant des fictions ou des documentaires avec des points de vue d'auteur. Et sur Jour de Play, c'est exactement ce qu'on fait également. En revanche, ce qui est nouveau pour Jour de Play particulièrement avec Twitch, c'est cette proximité avec l'audience à ce point-là. On est régulièrement en direct avec nos utilisateurs sur les différents médias sociaux, mais avec Twitch, là, on atteint vraiment un niveau de proximité et de communication avec les internautes qui est absolument fabuleux et effectivement qui est certainement, enfin, qui est surprenant pour toutes les personnes qui travaillent en interne du côté de la chaîne de télévision où il y a beaucoup moins d'interactivité. Et dans Jour de Play, on a carrément installé dans la deuxième partie de l'émission un jeu textuel interactif, donc qui est vraiment de la co-construction avec l'audience à travers le chat et à travers ce jeu interactif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qui est passionnant C'est pour nous. passionnant. Domingo, justement, on sent bien que sur Twitch, la relation qui est entretenue par les streamers avec leur communauté est prépondérante. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès de chaque programme. Finalement, c'est l'incarnation de ce programme. Est-ce que vous estimez que c'est un problème pour les médias traditionnels de trouver finalement la bonne figure qui va arriver à convaincre de sa sincérité, humilité et de son envie de distraire justement ce public assez exigeant et qui se reconnaît à travers une figure bien particulière? Ouais, je pense que c'est une des valeurs qui plaît beaucoup sur Twitch et qui est rechercher l'authenticité, le naturel. C'est vrai que ça n'a pas été encore énormément fait. Certaines chaînes sont arrivées justement avec leurs propres journalistes et il n'y a pas eu énormément de crossover proposés. Je ne sais pas à quel point aussi ça pourrait intéresser des streamers de De juste passer être de l'autre côté? Mmh. sur la chaîne Twitch de la chaîne télé en l'occurrence. Euh, je pense ouais, c'est quelque chose qui est nécessaire et que les gens recherchent de plus en plus. C'est vraiment ouais, ce côté naturel. Sur Twitch, il y a une interaction avec les gens qui va faire que on peut pas mentir en tant que streamer. Et Ouais. les gens s'attachent à ça. Ensuite, souvent, moi, j'ai eu la chance, par exemple, de partir du jeu vidéo et ensuite d'élargir, notamment récemment avec des gros événements sportifs, aussi un peu de cuisine, etc. Et en fait, les gens voient juste que ça fait partie de mes passions, ça fait partie des hobbies qui m'habitent et je vais juste essayer de les transposer dans des programmes qui vont être à la fois bien pour moi et Et divertissants pour les gens. divertissant. Et c'est ça qui crée en fait cette ligne. En marketing, ça parle beaucoup de storytelling, mais c'est juste le storytelling naturel de en fait, je suis cette personne, j'aime ça, donc je vais vous proposer ce concept. Et ça, c'est clair que ça plaît aux gens. Alexandre, quand on essaye de se projeter un petit peu, on voit que, vous l'aviez dit au départ, hein, Twitch était consacré uniquement aux jeux vidéo, elle a tendance un peu à s'élargir sur d'autres thématiques. Est-ce que le non gaming
à terme, va devenir majoritaire ou pas? Quel regard vous portez là-dessus, sur cette évolution? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Twitch a cette ambition d'aller se positionner sur autre chose que du gaming. Ils le font déjà depuis un certain temps, et PA est bien placé pour le savoir. Et d'ailleurs, la catégorie la plus populaire sur Twitch, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas Fortnite, c'est pas League of Legends, c'est Just Chatting, qui n'est évidemment pas un jeu. Just Chatting, c'est le fait de discuter. Voilà, et c'est ça aujourd'hui qui marche le mieux sur Twitch. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de gaming sur la plateforme. Mais oui, je pense qu'il y a en effet cette envie de la part de Twitch, cette envie de la part de streamers qui étaient 100% jeux vidéo jusqu'à maintenant, qui en effet ont d'autres centres d'intérêt, ont d'autres passions et qui ont envie de les partager avec une communauté qui n'attend que ça. Après, est-ce que ça ouvre une porte aux médias plus traditionnels? Je ne sais pas. C'est ce que disait un peu PA, c'est qu'aujourd'hui, la télévision est de plus en plus produite. Il y a de moins en moins de direct. On fait du damage control en permanence. Twitch est l'antithèse de ça. Elle se rapproche de la radio, ça d'ailleurs. Exactement. Moi, je rapproche plus le phénomène Twitch à ce qui a pu se passer à l'époque des radios libres. C'était il y a très très longtemps. Et PA peut avoir une vision assez intéressante là-dessus parce qu'il a aussi une expérience en radio. Et pour autant, les radios libres à l'époque, je n'ai pas vu de chaîne de télé ou de médias plus traditionnels préempter ce format. C'est des médias, des entités qui ont grandi elles-mêmes avec leur propre code, avec leur propre audience. Et il a fallu que ces deux univers cohabitent. Justement, pour finir, je pose la question à tous les trois. On sait très bien que sur Twitch, l'interactivité est prépondérante et que parfois, ça peut même être une source de tension ou de déception, puisque les gens qui regardent les émissions sont amenés à s'ouvrir comme ils le sentent, avec un ton parfois qui peut déstabiliser certains. On a quelques histoires en tête. Est-ce que vous estimez que justement, c'est une grosse contrainte à lever, ça, pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire s'habituer à cette liberté de ton? C'est-à-dire que si on va sur Twitch, il faut y aller à fond, ou alors on n'y va pas finalement. Il faut accepter les règles du jeu et puis c'est comme ça. Ouais, je pense que ça fait. C'est les règles de la plateforme. Donc forcément, les gens peuvent s'exprimer. C'est pas parce qu'après les gens peuvent s'exprimer qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Je pense qu'il y a quand même des barrières à imposer parce que sinon, c'est l'Internet qu'on n'aime pas trop. On avait vu BFM avec le premier live. Même si les gens pouvaient être réticents sur l'arrivée ou quoi, on a lu des trucs dans le chat où bah, on n'était pas fiers en fait de se dire c'est pas ça Twitch, c'est pas la réalité. Donc en fait, c'est vraiment un jeu qu'il faut avoir où il y a des gens en fait face à nous qui peuvent avoir des réactions, qui peuvent, bah, typiquement en tant que moi streamer, qui peuvent à des moments me vanner, qui peuvent justement me complimenter, etc. Et bah, il faut pouvoir rebondir dessus, il faut pouvoir jouer avec ça plus que s'en offusquer, je pense. Ouais. Et ça, Caroline, pardonnez-moi, Alexandre, pour une chaîne comme Arte, c'est intéressant. Ce sont des nouveaux codes à appréhender. C'est pas forcément évident malgré tout. Dans l'univers de la télé, c'est quand même beaucoup plus cadré. Ah oui, absolument, et c'est la raison pour laquelle, alors moi j'ai pas de conseils particuliers à donner, mais je peux donner le feedback de la façon dont on s'y est pris. C'est que, vraiment on s'est entouré de streamers qui connaissent, parfaitement, le fonctionnement, des communautés, qui ont leur propre communauté et du coup, nos chroniqueurs à chaque émission, ils amènent leur communauté qui se connaît déjà, c'est des gens qui ont l'habitude d'interagir entre eux, donc ils sont plutôt dans une forme de bienveillance. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a observé sur nos 3 premières émissions. Et après, c'est ce qui est nouveau, c'est certain, c'est le fait qu'il faut avoir une véritable équipe qui travaille sur les sujets de modération. Ça, c'est des métiers qui sont très différents des métiers plus classiques des médias. Et voilà, il faut avoir des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont à l'aise sur la plateforme et qui la connaissent bien. Et puis, être équipé d'équipes de modérateurs. Ça, c'est vraiment important de bien s'entourer en tout cas. Merci. Alexandre, pour terminer, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur cette question-là précisément? Non, justement, juste en effet, la modération, c'est très important. Et puis après, encore une fois, ça se travaille. Une communauté, elle ne peut pas arriver instantanément et être complètement conquise. Il faut la travailler, il faut encore une fois l'humilité. Et quand PA a commencé, je ne suis pas certain qu'il avait autant de viewers et une communauté aussi conséquente que celle d'aujourd'hui. Donc ça se travaille. Et en effet, il y en a qui ne vont pas aimer ce que fait un Domingo ou ce que fait un autre streamer, mais ils ne viendront plus. Mais en revanche, on ne va pas les forcer, c'est eux qui décident. Et je terminerai avec vous, Alexandre. Chez Webedia, vous êtes en charge de créer justement les contenus qui vont intéresser les gens. Est-ce qu'il y a des tendances un petit peu qui se dessinent? On parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente sur les tendances du jeu vidéo. Est-ce que en termes de contenu spécifique sur les live streaming, il y a des choses qui émergent ou qui devraient voir le jour dans les mois et les années qui viennent? Alors, ce n'est pas moi qui les crée, les contenus.
Parce que justement, on a une équipe chez Le Stream ou chez JV ou dans nos différents médias. Là, je parle de gaming, mais c'est surtout tous les médias qui sont présents chez Webedia. Il y a justement des gens qui sont extrêmement précis et Oui, c'est pour ça. compétents sur ces plateformes-là. Donc non, ce qu'on voit, nous, de notre point de vue de Webedia, c'est que ce genre de plateau est une vraie valeur ajoutée par rapport à un streamer indépendant qui est sur un fond vert. Mais on a aussi pu voir pendant le confinement que tout ça, c'est-à-dire la production value, comme on dit, et les artifices, finalement, s'effacent assez rapidement au profit du propos et au charisme de la personne qui va incarner son projet. Donc, je pense que c'est cool de pouvoir faire D'accord. popcorn dans cet environnement-là, Voilà. mais en revanche, l'essence même, c'est pas ça. Donc c'est très difficile d'anticiper les tendances. Parce que D'accord. c'est pas une tendance, la production value, on est bien d'accord. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous. On se rend compte qu'il y a il y a du pain sur la planche pour arriver à percer sur Twitch. Je vous remercie d'avoir été présent à cette matinée. Alors, si on part du principe que la culture gaming touche de plus en plus de monde aujourd'hui, eh ben, il est bien naturel qu'une plateforme comme TikTok ait son mot à dire sur la question. Et bien justement, pour en parler, je vais accueillir Alexandra Psalmon, qui est la responsable des contenus partenaires de la plateforme en France. Bonjour Alexandra. Bonjour, enchanté. Pardonnez-moi. Et on va se retrouver juste après un petit jingle de présentation. Alors Alexandra, je le disais, on est ravis de vous accueillir puisque vous êtes partenaire de cette matinée et c'est logique que TikTok s'intéresse finalement à l'univers du gaming, des vidéos bien sûr et du fun. Expliquez-nous un petit peu quel rôle compte jouer TikTok en matière de marketing d'influence à l'avenir et quels sont les atouts de la plateforme. Ouais. Alors, c'est vrai qu'effectivement, TikTok est assez unique et offre une expérience assez créative, puisque c'est vraiment la plateforme où les utilisateurs se sentent libres d'exprimer leur créativité de manière authentique et positive. Bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 100 millions d'utilisateurs en Europe. Et c'est vrai que le gaming est un sujet qui est très important, puisque ça fait partie des top 5 sujets sur la plateforme en termes de vidéos vues. L'influence, bien sûr, est très importante. Tous les grands influences de gaming sont sur la plateforme, que ce soit Kotaga, Shedly ou Squeezie. Et en fait, je pense que la plateforme leur permet effectivement de toucher une nouvelle communauté avec des codes différents. Et donc, c'est ça la force de la plateforme. Alors, ce qui est intéressant sur TikTok, c'est qu'on parle généralement, nous, de créateurs versus influenceurs. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'effectivement, pour toucher une cible la plus importante sur TikTok, ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'abonnés, mais c'est la qualité du contenu et la créativité du contenu. Donc, on met à disposition des marques en fait une plateforme qui s'appelle la Creator Marketplace et qui permet vraiment de faire le lien entre les marques et les créateurs de la plateforme en fonction de la verticale, de la taille de la communauté, et ça permet donc on facilite le rapprochement entre ces deux, exactement. Et quel est le degré d'autonomie finalement de chaque partie justement sur la création des contenus? C'est-à-dire qu'une fois que ce rapprochement est fait, comment chacun se fait valoir un peu son univers ou Ouais. son marché spécifique pour ce qui est des marques? Alors, c'est vrai qu'effectivement, on recommande toujours aux marques, vraiment d'utiliser les créateurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les créateurs connaissent les codes de la plateforme et vont pouvoir donc engager de manière authentique. Et on sait bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne et c'est ça qui est aussi important pour les marques, c'est de transmettre leur message de manière authentique et spontanée vis-à-vis de leur audience. D'accord. Alors, quels sont aujourd'hui les axes privilégiés par TikTok pour devenir justement davantage brain friendly? Ouais. Alors, c'est vrai que TikTok, je pense, apporte un nouveau terrain pour toutes les marques où justement elles peuvent exprimer leur créativité. Et donc, vous connaissez certainement notre slogan Don't make ads, make TikTok. Et donc, pour ce, on a créé une plateforme qui s'appelle TikTok for Business. Et ça permet vraiment de donner des outils aux marques pour justement aborder en fait la créativité à la sauce TikTok et aussi de leur apporter toutes les solutions, de répondre à toutes leurs solutions marketing avec nos différents outils pour qu'elles puissent suivre leur campagne
C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que les grands formats phares de TikTok et les plus engageants et les plus natifs sont les hashtags challenge. Ouais. Et c'est vrai que Ubisoft a récemment d'ailleurs utilisé le hashtag challenge lors de son dernier opus de Just Dance, qui a généré plus de 2 milliards de vues en Europe. On a aussi d'autres formats qui sont très impactants et uniques à TikTok, tels que le Top View, qui est vraiment un format d'entrée d'app totalement immersif, 100% par 2 voix. Donc c'est effectivement Vous pouvez dans rappeler juste le principe, pardonnez-moi, bien sûr. le principe du Top View? Alors, le Top View, c'est un format en fait qui est vraiment en entrée d'app. Mmh. Donc, tous les utilisateurs vont pouvoir voir. Ça donne 100% de part de voix. Et effectivement, c'est vrai que les marques utilisent généralement ce format pour un grand lancement. Donc, effectivement, quand la Xbox lance sa console, ils utilisent leur nouvelle console, ils utilisent effectivement ce format pour créer l'événement. Mmh. Après, on a d'autres formats qui permettent aussi de recibler justement les audiences touchées et d'accompagner les marques dans tout l'écosystème. D'accord. Le regard que peuvent avoir justement, certains annonceurs ou certains décisionnaires, du monde de la communication qui ne connaissent pas justement tous ces outils ou la plateforme TikTok en détail, heu, peuvent avoir peut-être une vision biaisée et se dire, TikTok est réservé pour, les marques qui ont beaucoup d'audience ou un réservoir en tout cas de clients importants. Est-ce que vous pouvez rassurer certains, en disant que TikTok est aussi ouvert finalement à tout type d'annonceurs, PME, TPE ou est-ce qu'il vaut mieux quand même avoir, finalement dans son réservoir un fonds de création, puissant pour pouvoir communiquer avec la communauté? Non, vraiment TikTok, c'est vraiment une plateforme qui est inclusive et qui est ouverte à tous. Effectivement, pour les annonceurs, on a vraiment, déjà l'audience est très variée, l'univers, de TikTok est aussi très varié et diversifié. Donc, je dirais qu'aujourd'hui vraiment TikTok, voilà, et c'est vraiment pour tous les annonceurs et tous les secteurs. D'accord. Alors, forcément, vous vous intéressez, aux jeux vidéo, mais est-ce que la plateforme fait du gaming un levier de croissance? Et si oui, pourquoi? Et comment est-ce que vous comptez justement construire, vous, votre présence sur cet univers-là? Ah, tout à fait. Donc c'est vrai qu'effectivement, je pense que déjà, on a énormément de points en commun entre les 2 univers. Tout d'abord, l'audience. C'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, le gaming s'est énormément démocratisé. Aujourd'hui, l'audience de TikTok, c'est 67% de l'audience qui a plus de 25 ans. Ouais. Donc effectivement, on a beaucoup de Gen Z et de millennials, mais pas que, et l'audience continue à se diversifier. Et après, je dirais que surtout l'univers. TikTok, c'est une plateforme qui est totalement immersive, donc c'est un format vertical, son on par défaut. Donc énormément de points communs justement avec l'univers du gaming pour justement avoir cette expérience immersive qui est très forte. Très, très fort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, comme TikTok est vraiment une plateforme très inclusive, on invite vraiment tous les gamers à se retrouver autour de leur sujet préféré, que ce soit le gameplay ou là le cosplay qui explose sur la plateforme avec 66 milliards de vues. Donc c'est vraiment Ce sont des chiffres qui parlent. exactement, c'est vraiment 2 univers avec énormément de points communs. Ouais. Et vous avez des exemples justement de réalisations peut-être à nous soumettre, d'opérations, qui ont utilisé, des gamers ou qui ont eu pour but de promouvoir des jeux vidéo qui ont particulièrement bien marché récemment? Oui, alors effectivement, il y a pour le lancement du jeu Let's Sing avec Enzo Tetua, qui est un de nos créateurs. Donc la marque a effectivement utilisé le créateur Enzo Tetua pour promouvoir de manière authentique et natif le jeu sur à l'audience de la plateforme. Ouais. Et qu'il y a eu des vous n'avez pas de données pas à nous donner sur le succès, les chiffres peut-être, je sais pas, vous les avez peut-être pas forcément en tête? Je fais une question piège. Non, non, pas du tout, mais c'est vrai. Alors, je peux vous donner un autre exemple. C'est vrai que quand Ubisoft a lancé le dernier opus de Just Dance, effectivement, ça a généré 2 milliards de vues. Ils ont utilisé un hashtag challenge et le hashtag challenge Just Move a généré 2 milliards de vues et a énormément engagé la communauté. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Alexandra. Je vais maintenant laisser la parole à Salomé qui, avec ses invités, va se pencher, c'est pas essayer, va se pencher très concrètement sur la façon dont les marques aujourd'hui nouent des liens de plus en plus étroits avec l'univers et les acteurs des jeux vidéo.
je suis obligé quand même de remercier Kellogg's. Et tu vas pouvoir récupérer de sang. Merci beaucoup Tanguy. En s'imposant comme véritable marqueur de notre époque, le jeu vidéo suscite fatalement l'intérêt des annonceurs désireux de rajeunir leur audience et de conquérir de nouveaux marchés. Un appétit qui montre que la partie ne fait que commencer. Pour en parler aujourd'hui avec moi, Caroline Duret, directrice générale adjointe de Webedia, et Nicolas Bory, Head of Marketing de Kellogg's. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, on va directement mettre les pieds dans le plat. Si le jeu vidéo est un marché porteur, pourquoi les marques sont-elles un petit peu frileuses, voire timides ? Caroline ? Alors, c'est vrai que c'est paradoxal, hein, c'est ce que Michel Benzeno disait en introduction de cette conférence. C'est l'industrie culturelle numéro 1 dans le monde, devant le cinéma, devant la musique. C'est la thématique numéro 1 visionnée sur YouTube. Donc, c'est un terrain de jeu incroyable pour les marques, mais qui est encore assez méconnu des décideurs marketing. Mais après, comme toutes les cultures émergentes, la culture urbaine en a fait partie aussi sur la musique, sur le sport, qui est devenu et qui s'est complètement mainstreamisé au fur et à mesure des années. Donc, ça nécessite encore pas mal de pédagogie et pas mal d'évangélisation. Et le gaming fait vraiment partie de cette pop culture. Après, ce qui est, pour en discuter souvent avec des marques, et on en parlera aussi avec Nicolas tout à l'heure, les décideurs marketing ont beaucoup grandi, d'ailleurs comme moi, hein, avec les clichés un peu du passé, du gamer geek, introverti, assez insociable. Il faut quand même rappeler un chiffre qui est important, c'est 50% de la population aujourd'hui française qui est gameuse. Donc c'est un point de passion qui est énorme. Et puis, il faut aussi se dire que ces gens-là, en fait, les 15-34, ils sont plus accessibles aussi en télévision. Donc, c'est vrai que ce sont de nouveaux. C'est une façon d'appréhender le marketing qui est différente. Ce sont de nouveaux codes qui sont complexes. C'est une nouvelle grammaire, ce sont de nouvelles plateformes. On se parle de Twitch, de toutes ces nouvelles plateformes. On se parle de nouveaux incarnants, de nouveaux héros, hein, qui ne sont pas ceux qu'on connaissait il y a 20 ans. Donc, c'est une façon différente d'appréhender le marketing. Nicolas ? Oui, je pense que ce qui peut faire un petit peu peur à certains annonceurs, c'est le côté live aussi. Nous, en fait, on est content de ce côté live, parce que Twitch, c'est à peu près 90% de live aujourd'hui. Et nous, ce qu'on trouve intéressant avec le live, et puis l'interaction entre le streamer, sa communauté, nos marques, c'est ce côté un peu magique aussi, ce qui peut se passer des moments magiques, en fait, sur Twitch, puisque le côté live est un petit peu sans filet, et c'est ça qui est intéressant. Et moi, j'ai, par exemple, en tête un moment où on a fait une soirée avec Dwagby il y a quelques mois en juin. Et puis dans cette soirée, il y a Antoine Griezmann qui était invité. Et à la fin de la soirée, je vous passe les détails, mais Antoine Griezmann, devant un certain nombre d'auditeurs, je crois qu'on était 100 000 viewers à ce moment-là, réclame des Pringles à Dwagby. Et c'est des moments magiques qui sont quand même durs à scripter si on fait quelque chose très contrôlé de notre part, quoi. Mais c'est vrai que le marketing d'influence se rapproche beaucoup de ces mêmes codes. En fait, il y a un lâcher-prise qui est fort, et comme le disait Nicolas, on est beaucoup moins sur un message très descendant, et notamment dans le gaming, puisqu'il y a ces notions de live, il y a ces notions de direct, d'authenticité, spontanéité et d'interactivité qui peuvent parfois faire peur, mais c'est vrai que c'est un transfert de valeur qui est très fort pour les marques qui commencent de plus en plus à s'approprier ce territoire. Caroline, on en parlait tout à l'heure avec Julien Villedieu. Il n'y a pas un profil type de joueur maintenant, il y a plusieurs joueurs. Alors, il y a plusieurs joueurs, en effet, qui sont ces joueurs, on peut dire qu'ils sont vous et moi, un peu, puisqu'on se parle de 74% de la population aujourd'hui qui joue au moins occasionnellement aux jeux vidéo. Donc, dans le cliché qu'on peut avoir, on va tout de suite balayer ce sujet, puisque la moyenne d'âge est de 39 ans. C'est une population de gamers qui est à 47% féminine. Et puis, on est loin aussi des codes du cliché du jeune gamer geek qu'on pouvait imaginer à l'époque. Cette moyenne d'âge vraiment le retranscrit. Donc le CEL vraiment a défini 4 typologies qui permettent aussi aux marques de s'approprier ce territoire. Ces 4 typologies différentes qui vont du gamer très occasionnel qui joue à Just Dance, on en parlait sur TikTok à l'instant, de tous ces jeux un petit peu énumérés jusqu'à League of Legends, jusqu'à ces jeux de hardcore gamer vraiment qui permettent à des marques de s'approprier ce territoire. Alors, différents joueurs, différentes pratiques aussi. Le gaming et l'e-sport, ce sont 2 terrains, on va le voir, bien différents.
Alors, l'e-sport, alors qu'est-ce que c'est déjà? C'est la pratique du jeu vidéo contre une ou plusieurs personnes en physique, en présentiel ou en live, donc sur Internet. L'e-sport, c'est une partie du gaming, donc qui se joue à différents niveaux, jusqu'au niveau professionnel. Donc, si le gaming est ludique, l'e-sport est compétitif. Et si je devais mettre un peu un parallèle dans les usages de jeux, de ceux qui ne jouent pas, c'est comme pour le tennis. Je peux pratiquer le tennis. Je ne suis pas obligée d'être sélectionnée ni à Wimbledon, ni à Roland-Garros, ou ni regarder non plus une compétition. Je le pratique vraiment d'un point de vue purement ludique. Nicolas, Kellogg's est présent sur le terrain du gaming depuis 2017, notamment sur Twitch, avec Kellogg's de Trésor. Vous étiez aujourd'hui, on peut le dire, vous étiez complètement précurseur. Pourquoi avez-vous, dans un premier temps, été sur ce terrain? Oui, donc on est rentré nous en 2017 sur Twitch avec un très joli partenariat avec un des streamers déjà à l'époque qui s'appelle Lutti. Peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure parce qu'on a un peu bouclé la boucle avec Lutti par la suite et pas plus tard qu'en octobre 2020. Pourquoi est-ce qu'on y est? Je pense que Caroline l'a dit, la personne du CEL tout à l'heure l'a dit aussi. On y est parce que les gens y sont. En fait, aujourd'hui, c'est un centre d'intérêt qui est majeur pour toutes les sociétés. Et en France, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu. Donc nous, on y est parce que nos consommateurs s'y intéressent. Nos consommateurs sont passionnés par ça. Et pour nous, c'est un excellent moyen d'aller les engager, d'aller leur parler là où ils sont, tout simplement. Alors, vos activations ont depuis rencontré un franc succès. Quelles sont les autres marques qui se sont bien intégrées? Donc en gros, on a fait 2017-2018 Trésor. Honnêtement, on était parmi les premiers à ce moment-là, notamment dans l'alimentaire. On en était très contents en fait. On a fait des bilans en 2017, en 2018, les campagnes ont bien fonctionné et on a été rejoint du coup par Pringles, qui est une autre marque du portefeuille de Kellogg's, en 2019. Et là, pour Pringles, en fait, le gaming c'est devenu un pilier stratégique. Donc nous, c'est écrit dans notre stratégie, au même titre que d'autres centres d'intérêt comme la musique, le football. On va beaucoup parler football dans les quelques mois qui viennent avec Pringles. Et en fait, le gaming est devenu vraiment un pilier de croissance stratégique pour nous, pour aller engager notre cible. Et sur Pringles, on a fait beaucoup de choses différentes. On a fait de la pub sur Twitch, c'est-à-dire juste de la pub en pré-roll, comme on peut faire sur YouTube ou d'autres plateformes. Mais on a aussi fait des partenariats avec des émissions. On a vu tout à l'heure Domingo, donc on a sponsorisé son émission Popcorn, notamment du mardi. On a sponsorisé l'équipe du stream aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Bref, il y a énormément de façons en fait de rentrer et Pringles aujourd'hui a activé beaucoup de leviers différents dans l'écosystème du gaming. On parlait des joueurs. Est-ce que l'aspect communautaire est pour vous un obstacle? Alors moi, je dirais que c'est pas un obstacle. Par contre, c'est quelque chose quand même à prendre en compte. L'aspect communautaire, il est important, il est structurel de Twitch. On rentre pas avec directement en fait en parlant aux consommateurs. On parle toujours par un canal qui est bien souvent le streamer ou une équipe de streamers. Donc c'est hyper important d'avoir ça en tête et de le prendre en compte et notamment de bien parler en fait aux streamers potentiellement. Domingo, quand on travaille avec lui, on fait toujours un meeting de kick-off où on se parle, on parle de notre marque. Lui nous parle de sa communauté en fait. C'est une rencontre en fait entre la marque et la communauté. Et il est évidemment hors de question d'arriver et de communiquer sur Twitch avec des streamers comme on communiquerait en télé, sur Instagram ou sur d'autres plateformes. C'est pour ça qu'en général, on donne beaucoup en fait, comme conseil aux marques de parler avec son audience et pas à son audience. Et c'est vraiment ce que Kellogg's a vraiment fait de manière très intelligente dans sa prise de parole. Et c'est un vrai conseil en fait qu'il faut prendre en compte et particulièrement dans le gaming. Justement, on va rentrer un peu plus en détail là-dedans, si vous le voulez bien. Comment vous adressez-vous à ces communautés? Comment avoir les codes? Et si vous pouvez nous raconter, le cas Trésor Chocovore. Oui, donc j'ai parlé du stream, qui est donc une joyeuse équipe qui émet quotidiennement sur Twitch. Et en fait, ce qui est intéressant avec eux, c'est que leur communauté, elle est beaucoup autour de l'autodérision, du jeu, du fun. Ce qui fit honnêtement parfaitement avec les valeurs en fait de notre marque Trésor. Et donc on a créé en fin 2020 pendant 2 mois en fait, donc vraiment une activation assez longue autour de notre marque. Une espèce de jeu où c'était un peu la découverte de qui était dans le costume de notre mascotte sur Trésor qui s'appelle le Chocovore. Et en fait, une sorte de chasse un petit peu au trésor, justement, pour découvrir qui était derrière cette mascotte. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'interactions en fait, entre le Chocovore et les streamers. Le Chocovore, il venait interrompre certains streams en direct, il venait un petit peu perturber. Il y a eu des soirées spéciales dédiées à notre marque pour faire s'affronter des équipes de streamers, pour essayer de découvrir. Enfin,
Vraiment, c'était quelque chose d'hyper ludique qui, du coup, allait très bien avec notre marque, très bien avec cette communauté-là. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'aspect communautaire. C'était vraiment une très bonne adéquation en fait entre la marque et les valeurs de cette communauté. On a vu les images justement tout à l'heure. C'était Exactement. pas faké, comme on dit, cette Ouais, c'est une bonhomie sur le plateau, non, sur le stream. C'est une Ils avaient très l'air très de belle tous émission. s'éclater. Ouais. Et puis avec des intégrations hyper intéressantes aussi pendant le chat, sorte d'émoticônes, donc des emotes Ouais. spécifiques qu'on a créés pour le Chocovore en fait, qui représentait tous les petits syndromes Ouais, on de a je suis heureux, je suis triste. C'est ça, puis on a créé aussi des émotes qui ressemblaient à certains des streamers. Il y a Voilà. notamment le fameux Jiraya et son bonnet. Alors, le bonnet est un peu tombé entre-temps, mais on a créé donc une émote qui ressemblait vraiment à certains des streamers, et ça c'est super apprécié parce que les gens en jouent beaucoup dans le chat et savent bien l'utiliser, quoi. Oui, la communauté est très forte pour certains streamers et ils ont envie de se reconnaître en eux lorsqu'ils utilisent des emotes. J'ai envie, vous aussi, de vous demander de sortir votre boule de Madame Irma. Comment voyez-vous le futur entre gaming et annonceurs, Nicolas? Alors moi je vois beaucoup d'opportunités. C'est pour ça qu'on y est aujourd'hui et c'est pour ça qu'on peut se dire qu'on y sera probablement demain et après-demain. Les opportunités, elles sont multiples parce que dans le monde du gaming et de l'e-sport, il y a tout ce qu'on peut faire dans un jeu. Donc, il y a toute la partie sponsoring d'un jeu, sponsoring in-game même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le voyez sur certains jeux comme League of Legends, les joueurs professionnels y jouent et puis il y a des bannières à droite à gauche en fait, qui viennent donner un petit peu de branding. Donc ça, c'est intéressant. Il y a le sponsoring de compétition aussi. On le voit avec le LEC, on le voit avec la LFL. Beaucoup de compétitions qui en plus fonctionnent très très bien en ce moment. Il y a le sponsoring d'émissions. On a parlé tout à l'heure de Popcorn, de Domingo. En fait, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire dans ce domaine. Et puis après, il y a la partie e-sportive pure, là qui est encore un petit peu différente, avec potentiellement de l'influence, des joueurs. Et puis bientôt, je pense qu'on espère tous arriver dans un monde post-Covid où on pourra se revoir et faire des choses en physique. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu passé à la trappe en 2020, évidemment, et qui a été 100% digitalisé. Mais le gaming a aussi un pied dans des événements physiques qui sont hyper intéressants pour des marques comme les miennes, puisque au final, nous, on est là pour faire vivre des expériences aussi. On n'est pas là juste pour faire du sponsoring et de la pub. On est là pour faire vivre des expériences à nos consommateurs. Et aujourd'hui, ça manque un petit peu ce côté expérience réelle, mais ça va très vite redémarrer et via des compétitions, mais aussi juste des viewing parties, donc ces fameux événements où on se réunit pour voir une compétition ou juste un bon moment de gaming. Ça, c'est quelque chose, je pense, dans lequel les marques auront un vrai rôle à jouer, un rôle très positif en fait demain. Caroline Duret, même question. Comment voyez-vous le futur entre gaming et annonceurs? Nicolas l'a très bien dit sur toutes les évolutions qu'on peut imaginer, mais s'il y a un point qui est très fort là-dessus, c'est et notamment dans l'univers du gaming, c'est que c'est un lien social qui réunit cette génération. Et puis avec des valeurs très fortes aussi de dépassement de soi, de combativité, d'effort, de sportivité, que les marques commencent de plus en plus à s'approprier et avec ce transfert de valeurs qui est de plus en plus fort pour les marques. Caroline, Nicolas, merci beaucoup. Peut-être aviez-vous un mot de la fin? Moi, pour rebondir sur ce que Caroline vient de dire sur les valeurs de la marque, nous, typiquement, je pense qu'un bon exemple concret, c'est que notre dernière campagne de pub en fait, pour Trésor, aujourd'hui, c'est une pub qui est 100% dédiée au gaming. C'est-à-dire qu'on a créé 10 petites publicités courtes de 10 secondes qu'on diffuse là depuis mi-février en tournant. Et je crois qu'on en voit, on en voit là un des spots de 10 secondes. Et ça montre vraiment qu'aujourd'hui, quand on parle de Trésor, nous, c'est ça qu'on montre en fait à nos consommateurs. Et donc, c'est vraiment une pub qui est 100% ancrée dans le gaming. Donc, ça, je pense que c'est une des preuves assez concrètes qu'on se projette pas mal dans cet univers pour l'avenir. Nicolas, Caroline, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette deuxième édition de Culture Gaming. Je laisse à présent la parole à Tanguy et Stéphane Ziberas, président, directeur de la création de BETC, qui vont ensemble aborder l'attraction qu'exerce le monde des jeux vidéo sur la publicité. Regardez. Lucy Adam was born about 9,000 years before our time. In the year 515, after having federated the African continent, she set out to conquer Rome. It was on witnessing the consequences of this terrible battle that she decided to impose upon her people strictly a vegetarian diet. And it's in 1082, following the unexplained death of the king, that she was crowned Empress of Spain. It's in fact to celebrate this event that rock and roll was invented.
Alors, l'extrait que nous venons de voir est tiré d'un spot de pub réalisé pour le jeu Humankind de Sega par BETC. Votre agence, Stéphane, bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour. Ce qui est intéressant avec votre agence, c'est que finalement, le jeu vidéo, chez vous, elle est vécu autant comme un instrument de travail et de réflexion que comme une passion, puisque vous-même, vous êtes un joueur invétéré et que vous cultivez cette passion en interne. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que on se dit souvent, le jeu vidéo et la pub sont des univers qui peuvent se ressembler, se retrouver sur le terrain de la créativité. Mais est-ce que la pub s'inspire réellement, finalement, de l'univers des jeux vidéo? Moi, je pense que pas beaucoup, en fait, pas assez en tout cas. Aujourd'hui, on a quand même il y a une perception du jeu vidéo, chez nos amis annonceurs, pas tous, mais qui reste dans un truc de contre-culture et pas de culture. Donc, les choses les plus saillantes sont en fait pour eux, une culture pour des gens très jeunes. Mmh. Une culture qui est un peu subversive, donc reste en tête des vieux trucs de GTA, Call of, donc un côté un peu subversif et pas très mainstream. On sait très bien que c'est pas complètement exact. Et puis après, c'est vrai que nous, chez nous, on est toujours dans cette espèce de schizophrénie où nos créatifs sont des gamers, jouent aux jeux vidéo, baignent dans cette culture, mais ont beaucoup de mal à projeter, sont assez réticents en fait de projeter cet univers sur des marques. Et puis bon, nous, on est dans un truc qui est... nous, on fait du storytelling. Ouais. Nous, on est dans un truc qui essaie de donner du sens. Le jeu vidéo, globalement, je fais des généralités, mais le seul enjeu du jeu vidéo, c'est de jouer, c'est de s'amuser. C'est rare qu'il y ait vraiment des Un vrai messages. message dedans. Ça arrive hein, dans des jeux indés, mais c'est pas complètement le sujet. Donc, on n'est pas complètement sur la même planète. Et l'axe narratif est pas forcément le même non plus, puisque vous le disiez, c'est ce qui intéresse un joueur, c'est finalement le gameplay du jeu, c'est d'aller explorer tout ce qu'on lui met à disposition pour aboutir à la quête du jeu. Alors que la pub, finalement, même dans les meilleurs récits, parfois c'est quelque chose qui doit être capté très facilement par le consommateur. Ouais. Cette différence, elle est vraiment très forte sur les deux univers. Ouais, bah, il y a un sujet de format aussi, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, vous y passez 7 heures, 8 heures, 20 heures, 100 heures, ça peut arriver. La pub, voilà, quand ça dure 20 secondes, ça paraît déjà long, souvent. Souvent. Ouais. Alors vous, Stéphane, vous m'avez dit en préparant cette interview que vous mettiez un bémol à l'utilisation du terme culture gaming. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu pourquoi Bah, en fait, je pense que le jeu vidéo, il mériterait à être expliqué un peu plus et aux parents, aux annonceurs. C'est-à-dire que nous, on a toujours tendance à un peu amalgamer, mettre dans la pub notamment, à mettre des choses dans des cases en disant c'est comme le cinéma, c'est comme la littérature, c'est comme... Et en fait, c'est pas comme rien du tout parce que le jeu vidéo, il a ses propres codes, il a sa propre culture, mais qui est différente. La littérature aujourd'hui, vous avez des romans, mais vous avez aussi des petits bouquins pour vous expliquer comment jardiner ou pour mieux éduquer vos enfants. Enfin, il y a plein de façons d'envisager le jeu vidéo qui n'est pas uniquement un truc de FPS, de platformer, de STR. Enfin, c'est énormément de choses très différentes. Le mobile, c'est pas le même qu'un joueur PC ou un joueur console. Donc, c'est assez difficile de se dire, il y a une culture gaming. Oui, il y a des codes, mais il y a les geeks. Mais bon, tout le monde ne va pas à des conventions Star Trek non plus. Non plus. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ouais. ça a infusé, c'est puissant, c'est ultra puissant. Il y a des codes,
mais il n'y a pas de message. Et voilà, il n'y a pas de Il y a message pas de derrière message. Ouais. le jeu vidéo. La table ronde précédente parlait des liens qui se nouent de plus en plus régulièrement entre les marques, hein, qui cherchent à pouvoir, malgré tout, marier leur univers avec ceux du jeu vidéo. Comment est-ce qu'il faudrait faire pour vous, avec votre œil de publicitaire, c'est intéressant de voir quelles sont un peu justement ces recettes qui permettraient de lever un peu le frein et ce regard un peu critique que peuvent avoir, transgressif, que peuvent avoir certains annonceurs peut-être sur justement le potentiel du jeu vidéo? Bah, en fait, c'est fondamentalement lié au système même du jeu vidéo qui est basé sur l'interaction. Les marques sont toujours un peu réticentes sur l'interaction. Depuis toujours, depuis Dan Draper, les années 50, c'est assez descendant en fait. Tanguy, ça serait bien que vous achetiez Minidoo. Ouais, C'est vraiment bien vraiment Minidoo. bien. C'est C'est super. génial. C'est pas cher en plus. Mais si, Tanguy, vous mettez à me répondre en disant: «Tu es sûr vraiment Minidoo là? Attends, moi je suis pas sûr en fait, j'ai peut-être un truc qui est mieux et qui est peut-être». J'adore Minidoo, hein, je précise. Mais l'interaction, elle est compliquée parce que ça veut dire qu'il y a un retour. Mmh. Le jeu vidéo est basé fondamentalement sur une interaction avec une histoire, avec ce que vous voulez, un personnage. Et même dans la conception des jeux vidéo, c'est basé sur une interaction parce qu'il y a une communauté qui va interagir avec les développeurs, Mmh. avec les créatifs en disant ça m'a plu, ça m'a pas plu, là t'as Ouais, déconné, oui. merci de faire des patchs. Donc il y a toujours une interactivité. Et les marques, certaines marques, oui, bien sûr, sont d'accord avec ce contrat, mais il y en a plein qui sont plus réticentes. En fait, la pub aurait tendance à être un peu arrogante et un peu hégémonique, D'accord. là où avec le gaming, il vaut mieux être très humble, je pense. D'accord. Malgré tout, la pub fait de très belles choses, hein, lorsqu'il s'agit de faire la promotion des jeux, mais c'est souvent à travers des recettes qui sont un peu éculées. Et on retrouve souvent les mêmes codes, qui sont un peu d'ailleurs les codes des lancements des films, des blockbusters américains, hein. On en met plein la vue, on montre la qualité graphique du jeu. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec au départ le spot pour Humankind. Sauf que vous, chez BETC, et vous, Stéphane, en tout cas, vous souhaitez apporter quelque chose de plus. C'est-à-dire que visuellement, c'est spectaculaire, mais vous souhaitez quelque part raconter une histoire à travers l'histoire du jeu. Expliquez-nous un petit peu la méthode. Bah, la méthode habituelle, elle est toujours pareille. C'est plutôt calqué sur les trailers de films, le jeu vidéo. Donc, vous voyez des images souvent qui ne sont pas des images de gameplay, d'ailleurs, qui sont des images qui sont créées par des studios. Donc, ça a souvent assez peu à voir avec ce que vous allez trouver quand vous allez acheter le jeu. Je pense que faire la promotion d'un jeu vidéo, ça a un intérêt si vous cherchez un truc supplémentaire à dire. Dans l'exemple que vous avez vu de Humankind, euh, c'est le même système qu'un Civilisation, Mmh. hein, à peu ou prou, en plus sophistiqué. J'ai trouvé que c'était intéressant d'ajouter un truc supplémentaire pour dire aux joueurs, OK, tu sais ce que tu vas trouver, mais il y a un truc supplémentaire, c'est que si tu devais refaire le monde aujourd'hui, comment tu le Comment ferais? tu ferais? Toi, personnellement? Ouais, Ouais. la promesse de dire de devenir un démiurge, de devenir un dieu capable de changer l'histoire, changer les comportements, éradiquer la guerre s'il le faut, être pacifique pendant tout le jeu, c'est possible aussi. C'est ça que je trouve intéressant, c'est de ramener des choses un peu supplémentaires à juste une promesse de gameplay, de spectacle ou de licence, parce que c'est beaucoup d'un truc de licensing finalement, où vous avez des licences qui suivent 3, 4, 5, qui reprennent les mêmes recettes comme pour le Cinoche en fait, hein. D'accord. Alors pour finir, Stéphane, vous, on l'a dit, vous êtes un gamer invétéré. Est-ce que vous avez des univers, des jeux qui vous inspirent particulièrement ou sur lesquels en jouant finalement, vous trouvez justement peut-être des idées qui vous permettent de travailler avec vos équipes? Plein. Plein, et plus particulièrement tous les jeux qui font le parallèle avec la réalité, en fait. C'est très intéressant aujourd'hui et c'est une vraie frontière à explorer, la porosité, la perméabilité entre le monde virtuel, le jeu vidéo et la réalité. Si demain, vous êtes sur Flight Simulator, jeu de vieux par excellence. Aujourd'hui, en temps réel, vous allez survoler ce studio. Ouais.
Et je trouve que l'interaction entre la porosité entre le réel et le jeu, l'imaginaire et la réalité, il est super intéressant. Et c'est une frontière qui est en train de s'amenuiser de plus en plus technologiquement. Très bien. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Pour clôturer cette session consacrée à l'influence des jeux vidéo sur les marques, eh ben, je vous propose d'accueillir maintenant Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty International France, avec laquelle nous allons revenir sur le succès incroyable de The Event 2020. Qu'est-ce que c'est The Event? Eh ben, je vous propose de découvrir en vidéo tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, je suis Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty International France, et je tiens à dire un immense merci pour ce The Event extraordinaire, l'édition 2020, organisé par bien sûr Zerator et Dash. Donc merci à Alexandre et à Adrien, et puis merci à tous les streamers qui ont fait preuve de tellement d'énergie, une super pêche pour contribuer à ce que leurs viewers très nombreux et nombreuses donnent de l'argent pour Amnesty International France et pour la belle cause des droits humains. Alors Cécile, on vient de voir dans la vidéo, hein, The Event, c'est un événement qui permet à une association qui est choisie par les organisateurs de The Event de pouvoir bénéficier pendant un week-end de la folie du jeu qui est entretenu par des streamers qui jouent et qui sollicitent leur communauté et qui appellent aux dons ces gamers en herbe. L'édition 2020 a été un record absolu, à la fois pour Amnesty et pour The Event, puisqu'elle a permis à Amnesty de collecter 5,7 millions d'euros. Est-ce que vous attendiez un tel engouement de la part des gamers? Franchement, pas à ce point-là. Bien sûr, on avait des espoirs, mais là, vraiment, ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer de plus merveilleux. Donc, quel souvenir vraiment mémorable de ce week-end, parce qu'effectivement, d'abord, on a pu le vivre en direct, hein, ça a été effectivement maintenu en événement physique. Donc, toute l'énergie, la vibration qu'il peut y avoir dans ce week-end, j'ai pu la ressentir. Et puis, c'est une véritable rencontre, puisque grâce à Zerator, nous avons eu donc un entretien en direct sur Twitch pendant près de 2 heures. Donc, véritablement un succès à tout point de vue, parce que notre premier objectif, même si c'est un événement de collecte, de fundraising comme on dit, était vraiment d'aller à la rencontre d'une communauté, puisque nous sommes nous-mêmes une communauté mondiale, du reste, de près de 10 millions de membres et sympathisants. Et donc nous savions que cette communauté des gamers, du gaming en général et du streaming, n'était pas forcément une communauté qui nous connaissait très bien. Donc c'était vraiment le premier objectif, et je pense qu'il a été véritablement atteint, et je garde un souvenir impérissable de cet entretien en direct avec tous les viewers qui ont pu poser leurs questions et auxquelles j'ai répondu du mieux possible. Je le disais, hein, l'événement a permis de récolter 5,7 millions d'euros. Pour qu'on ait un peu un ordre d'idée, une année de collecte sur Amnesty International France, ça représente quel montant? Alors, il faut rappeler que nous sommes totalement indépendants financièrement, donc nous comptons toujours sur la générosité du public, et c'est à peu près 27-28 millions par an, notre budget. Donc là, vous imaginez. Alors, un week-end, Voilà. on fait le quart. Cela dit, je voudrais préciser aussi qu'au nom de notre principe fondamental qui est la solidarité internationale, nous avons partagé cette collecte avec l'ensemble du mouvement, car certaines sections n'ont pas du tout les moyens que nous avons et ont été bien heureuses évidemment que nous puissions partager une telle manne. Bien sûr. Oui. Alors, tout l'enjeu pour vous, mais comme pour d'autres associations qui sont séduits par effectivement cette idée de branding solidaire, c'est de pouvoir fidéliser cette population de jeunes qui n'est pas forcément la plus sollicitée pour récolter des dons. C'est d'habitude les seniors, les 60-65 ans, qui sont le cœur de cette activité-là. Comment est-ce que vous comptez justement prolonger l'expérience que vous avez pu avoir avec eux à travers The Event et profiter finalement de leur envie de s'engager, même si au départ ce ne sera pas forcément financièrement, mais au moins donner un peu de soi et l'envie de partager avec d'autres ce Alors, retour d'expérience? plusieurs choses. Tout d'abord, c'était une étape de plus. Ça fait déjà un certain nombre d'années que nous cherchons à diversifier les sources de revenus, mais aussi, de manière plus générale, à diversifier notre base finalement de membres et de sympathisants. Et notamment, elle s'était rajeunie avec ce qu'on appelle les face-à-face dans la rue. Nous avons pu déjà observer que ce sont des personnes qui ont justement une envie de solidarité qui n'iraient pas forcément vers nous spontanément. Donc l'idée au départ, c'est d'aller vraiment nous-mêmes vers les gens.
et donc là où ils sont. Donc ça a commencé par les réseaux sociaux, mais également dans la rue, à travers des événements et des partenariats culturels avec beaucoup d'artistes, et plus récemment avec aussi des youtubeurs. Donc il y a une espèce d'évolution, si vous voulez. Certains youtubeurs comme récemment Simon Puech, mais aussi Nota Bene, il y a également Hugo Décrypte. Donc on est déjà un petit peu rentré dans un univers plus jeune, parce que en fait notre cause est non seulement universelle, mais complètement intergénérationnelle. Défendre les droits humains, se sentir solidaire de personnes dont les droits sont bafoués, c'est vraiment quelque chose qui peut se produire et heureusement, dans le cœur d'un jeune comme d'un moins jeune. En plus, sur un univers comme l'univers digital, sur lequel Tout il à peut y fait. avoir des dérapages, forcément. Voilà, et donc là, le mot-clé, je crois vraiment, enfin 2 mots-clés, je dirais, c'était vraiment l'humilité. Premièrement, c'est de savoir qu'on rentre dans une communauté qui a déjà ses codes, qui n'a pas besoin de nous, qui est tout à fait heureuse de faire ce qu'elle fait, et tant mieux. Donc c'est vraiment l'humilité et l'ouverture, c'est-à-dire se dire que mieux se faire connaître, mieux faire comprendre ce que nous faisons, c'était véritablement l'enjeu. Parce que pour transformer quelqu'un en donateur, il faut d'abord réussir à planter cette première petite graine de conviction que notre mouvement sert véritablement une cause noble à l'échelle mondiale, et pouvoir répondre en direct, sans langue de bois, à toutes les questions. On sait bien que souvent le don est un geste de confiance, un geste d'adhésion à une cause, mais aussi un geste de confiance. Et le fait d'avoir pu répondre à toutes les questions qui étaient posées, avec certes bienveillance, mais sans langue de Sans bois langue non de bois plus, qu'aucune. par Zerator, m'a permis d'être complètement aussi honnête, direct, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je le fais au quotidien avec mes étudiants à l'université où Oui, j'enseigne. parce que vous avez quand même la particularité pour être, vous êtes président bénévole Tout à fait. d'Amnesty Les International, mais présidents et présidentes vous, sont bénévoles à Amnesty voilà, International, donc j'ai un vous avez un métier. métier qui est quand même proche de l'univers dont Tout on à fait, parle. parce que j'enseigne dans le domaine de la communication à Sorbonne Paris Nord, et c'est comme ça que j'avais découvert aussi l'univers du gaming, et j'étais très impatiente de poursuivre ces liens, parce que j'avais l'impression déjà qu'il y avait vraiment cette solidarité assez naturelle, cet esprit aussi de compétition, mais dans le bon sens du terme, d'émulation. Et donc, il y a des traits communs finalement entre la communauté amnestienne, si j'ose l'appeler comme ça, et la communauté du gaming, qui faisait qu'il y avait finalement des ponts assez naturels à faire, tant qu'on n'a pas d'a priori assez malheureusement répandu, mais imbécile aussi vis-à-vis de la communauté des gamers et des streamers et des viewers. On peut, je pense, beaucoup plus créer des ponts vers un univers solidaire comme celui d'Amnesty Donc International. finalement, vous lancez un appel à l'ensemble des associations de plonger de plein pied dans ce nouveau type de Mais tout à fait, partenariat. d'ailleurs, d'autres l'ont fait, hein. Il y D'autres a l'ont fait, bien notamment sûr. un speed donc qui a été fait récemment pour Médecins sans frontières, je crois, et nous avons bien l'intention, nous aussi, de poursuivre. Ouais. Alors comment? Eh bien, nous avons eu 140 000 donateurs, hein, donc déjà la base de données Et c'est agrandue. 140 000 donateurs et 700 000 viewers sur l'ensemble de l'événement. C'est Donc ça. c'est monté jusqu'à 700 000, c'est ça au C'est maximum. ça, et pendant l'interview que j'ai pu avoir, donc très longue, hein, plus de 100 000 personnes ont suivi en direct et ont posé des questions. Donc ça, c'était une occasion en or, évidemment, de faire passer des messages et nous faire mieux connaître. Et puis par la suite, l'idée, c'est d'avoir une sorte de cheminement. On fait un parcours du sympathisant finalement, en envoyant par exemple un mail déjà pour les remerciements, comme j'ai vu un extrait de la vidéo. Il y en a une autre qui a montré comment nous avons dépensé cet argent. C'est important que les gens le sachent. Et puis ensuite, essayer d'appeler à agir, pas forcément par le don, mais également par une pétition, en nous suivant et en nous relayant quand on fait des appels à l'action. Et donc ce parcours peut conduire quelqu'un à devenir un donateur régulier, ou plus exactement un membre donateur, ce qui est pour nous le but également, Et- mais surtout appeler à agir et appeler à être solidaire. Et d'éviter la déperdition par rapport à la foule que rassemble un tel événement et finalement à ce qui peut rester 3, 4, 5 mois Alors, en après. fait, la déperdition est assez inévitable. On sait bien qu'on ne va pas garder 100 000 personnes comme donateurs, mais il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui signent régulièrement nos pétitions, ça on le sait depuis. Quelques dizaines qui sont devenus des donateurs mensuels, ce qui est quand même déjà un engagement, voilà, en plus d'un don ponctuel qui est quand même plus simple. Donc c'est vraiment très très bon signe. Tout l'enjeu maintenant, c'est de réussir effectivement à garder ce lien avec la communauté, soit via Twitter, mais qui sait peut-être sur la plateforme elle-même. Justement, vous m'aviez confié en préparant cet entretien que tout cet événement et son succès avait fait germer une petite graine dans votre esprit, et que comment vous comptez l'arroser finalement pour Alors la oui, faire grandir. j'avoue qu'il y a en fait 2 petites graines. Il y a celle qu'on espère avoir plantée dans la tête effectivement et dans le cœur aussi de tous ces viewers et ces streamers qui nous ont suivis. Mais il y a également dans ma propre tête l'envie depuis un certain temps déjà d'avoir un rendez-vous plus régulier. Et donc il me semble que Twitch est devenu une plateforme totalement incontournable si on veut vraiment créer un dialogue plus constant, une interactivité voilà, chaleureuse, directe avec les gens.
Mais voilà, il me manque quelque chose, il me manque ce que Samuel Etienne a eu la chance d'avoir, c'est-à-dire son étoile. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Pas seul, parce qu'évidemment ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mais ce premier contact que j'ai pu avoir m'a tellement plu, m'a tellement donné le sentiment que c'était une première étape qui pouvait être suivie d'autres, que j'ai véritablement envie de poursuivre le chemin, si bien sûr c'est possible. C'est possible. Bah, écoutez, on a hâte de voir ça, de découvrir ça en votre compagnie. Merci beaucoup de votre Merci présence, beaucoup. Cécile. Et pour clôturer, eh ben, écoutez, non, plutôt pour introduire, pardon, la session suivante consacrée à l'e-sport et à l'influence de l'e-sport sur le sport traditionnel, je vais laisser le volant à Salomé. Et en guise de warm-up, je vous propose de découvrir quelques images qui, j'en suis sûr, plairont à tous les amateurs de sport automobile. Ladies and gentlemen, please start your engine. Here we go. It's coming up to 3 o'clock local time in France. We're getting ready for the 24-hour virtual Le Mans. Oh, nice stuff. Thanks. Thank you for that. Là, il y a un sacré duel également. Safety cars into the pits, safety cars into the pits. To say that I'm totally amazed. I think it looks fantastic. Tom, thank you and thanks for the invitation. Great job, everybody. And he celebrates victory as rightly he should. Plus haut, plus fort, e-sport. Avec moi pour parler des nouveaux codes du Sportainment, Florent Houzeau, directeur des programmes et de la rédaction de Beansport, Donald Renew, casteur-doubleur, acteur, comédien, Gérard Neveu, ex-directeur de Le Mans Endurance Management et désormais associé de Motorsport Games. Comment allez-vous? Très très bien. Très bien. Merci. On va bien. Vous avez bon temps? Oui. Oui. C'est le maquillage. Mais c'est virtuel. Attention. Exactement. Gérard Neveu, avec les 24 heures du Mans virtuel organisées l'an dernier, vous avez démontré que le mariage du virtuel et du réel pouvait déboucher sur une belle réussite. On le rappelle, 70 millions de vues, tous supports confondus. Félicitations. Deux mondes qui ne s'opposent donc pas. Non, c'était précisément l'objet de ce projet, c'était de substituer à un moment donné l'épreuve qui avait été reportée pour des raisons qu'on connaît, de confinement à ce moment-là, et on ne voulait pas vivre ça tristement, donc on a occupé l'espace qui était libre à ce moment-là. Et l'avantage du virtuel et du sim racing en particulier, c'est qu'il offre aujourd'hui une technologie qui permet d'approcher assez près des choses réelles. Et donc, on a décidé de faire cet événement une célébration des 24 heures du Mans, et non pas une copie ou un remplacement ou une substitution. Non, c'était une célébration. On a partagé les mêmes valeurs, et l'idée était clairement de rapprocher les lignes, rapprocher le réel du virtuel, et de rapprocher les équipes. Donc, on a mixé l'ensemble des équipes, celles qui venaient du vrai motorsport et celles qui venaient du jeu, du sim racing. Et à l'arrivée, ça a été une combinaison qui a rassemblé globalement, je dirais, deux grandes communautés, celle des passionnés des jeux et celle des passionnés du motorsport, qui à la fin ont célébré la même chose. Alors, petit lexique chez vous, le sim racing, ce sont bien entendu les logiciels dont le but est de simuler la course automobile. J'ai juste? Oui, c'est exactement ça. Impeccable. Florent Houzeau, face au vieillissement de l'audience des grandes compétitions sportives, organisateurs et médias doivent faire évoluer leur mode de diffusion et l'expérience qui est vécue par les fans aujourd'hui. Le sport se doit d'être plus immersif, intense, imprévisible et peut peut-être s'inspirer des codes de l'e-sport. Comment un média comme Beansport intègre-t-il aujourd'hui ces réalités? Bah déjà, ça fait bientôt 5 saisons que Bein diffuse des programmes e-sport à travers un magazine hebdomadaire, 2 magazines hebdomadaires, Bein eSport et Bein eFoot, qui traitent l'ensemble de ces actualités. Mais Bein, depuis son lancement, s'est toujours intéressé à offrir des expériences nouvelles, parce que Bein est une chaîne de sport qui diffuse du live et du sport, et c'est la seule expérience encore qui peut-être en télé, le sport se consomme en direct. Et on s'est toujours intéressé à essayer de comprendre notre communauté d'abonnés à travers d'abord les réseaux sociaux, puisque dès le lancement, Bein était performant sur les réseaux sociaux Twitter et puis sur Facebook. C'est plus de 2 millions sur la page Twitter du compte officiel et plus de 7 millions sur la page Facebook du compte de Bein. Mais par rapport à l'e-sport, ce qui nous intéresse, c'est aussi de retrouver ces codes qui, en fait, permettent aux téléspectateurs et aux fans de sport d'avoir une expérience un peu nouvelle. Et c'est pour ça qu'on trouve que les codes de l'e-sport peuvent apporter quelque chose de nouveau dans la consommation de sport à travers une expérience complémentaire
le double écran avec les statistiques. On a eu tout un tas d'expériences sur beIN depuis 2012 avec la première qui était ce qu'on appelle le pure live, c'est-à-dire un match de Ligue 1 qui était commenté de façon traditionnelle sur un canal, mais sur un canal additionnel, le même match en son inter et avec la communauté Twitter qui échangeait et qui se lisait, qui se répondait à travers des tweets, jusqu'à aujourd'hui et notamment sur la période du confinement, à tout un tas de nouvelles expériences comme un tournoi e-foot organisé par le Paris Saint-Germain qui a permis à des joueurs qui jouaient sur FIFA de pouvoir rencontrer à la fin du tournoi un vrai joueur du Paris Saint-Germain, Kipembe, Draxler, qui ont pu se confronter parce que c'est aussi ça qui est important pour nous, c'est de réussir à faire en sorte que les communautés de fans de sport puissent aussi toucher du réel ces joueurs de foot ou ces sportifs qui n'ont jamais l'occasion d'être en contact en fait. Justement, deux mondes qui cohabitent et qui évoluent ensemble. Donald, dans quoi les codes de l'e-sport peuvent servir selon toi les intérêts du sport traditionnel, toi qui as les deux casquettes? Comme on le disait au début, avec les 24 heures du Mans virtuel, les lignes ont beaucoup bougé en 2020 entre le sim racing et le racing, parce qu'avant c'était deux mondes bien séparés. Et aujourd'hui, grâce à cette initiative qui était incroyable, et aussi la Formule 1 et aussi un peu de NASCAR, mais ça c'était aussi aux États-Unis, le confinement a permis de donner un essor au sim racing qui était incroyable, et tous les pilotes étaient chez eux, donc ils étaient dispo. Mais ça a permis de montrer qu'on faisait la même passion. Et contrairement à tous les autres sports, on parlait de joueurs de foot, je vois mal un joueur de FIFA sur console finir au PSG, alors que concrètement, dans le sim racing, et là je parle d'exception, de pilotes ultra talentueux, mais un pilote qui excelle en sim racing peut finir au 24. On le voit sur Gran Turismo, Igor Fraga, aujourd'hui, il roule en F4. On en a plein des exemples comme ça. Donc vraiment, les lignes ont bougé et ça peut tellement apporter au monde du racing réel, c'est-à-dire que le monde de la compétition automobile coûte très cher, c'est un secret pour personne, mais entre les essais hivernaux et les tests sur simulateur, on peut vraiment gagner du temps. Et pour les pilotes réels, gagner du temps en amont, en virtuel, pour après être performant tout de suite dans le réel. Donc il y a véritablement eu quelque chose qui s'est passé sur cette dernière année et qui vont vraiment pouvoir faire changer les choses, tant au niveau du spectacle, mais aussi pour les compétitions réelles. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que selon toi, ce mariage est propre au sport automobile? C'est là que la passerelle est la plus fine. Je pense que je dis pas de bêtises. Non. On est vraiment au plus proche. On peut naviguer entre les deux océans, et c'est ça qui est génial, quoi. Gérard, vous êtes d'accord? Non, Donald a absolument raison. En fait, la période de confinement, qui est par ailleurs vraiment désagréable et très pénalisante pour nous tous, elle a été une sorte d'accélérateur, mais c'était inéluctable. Et pour reprendre ce qui était dit il y a un instant, c'est tout à fait juste. Par exemple, que vous soyez pilote dans n'importe quelle catégorie aujourd'hui, de la Formule 1 jusqu'aux débutants en kart, vous êtes assuré de passer plus de temps dans un simulateur que dans la vraie voiture. Ce sont les réalités de ce nouveau monde aujourd'hui. On fait moins d'essais parce que ça coûte cher, parce que le bilan CO2, parce que trop dangereux. Donc tout ça est maintenant encadré. Et donc le simulateur, et parce que les technologies le permettent, vous offre la possibilité de faire tout ce que vous deviez faire en faisant beaucoup d'essais qui coûtent plus cher, qui sont plus dangereux et qui sont moins bien perçus. Donc c'est une donnée réelle. Et aujourd'hui, il y a des acteurs majeurs du sport automobile qui l'ont bien compris, et je pense que tout le sport automobile va se l'approprier. L'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, avec les 24 heures du Mans et Motorsport Games, l'avait initié à l'occasion des 24 heures du Mans virtuelles. Mais aujourd'hui, la Fédération internationale d'automobile est très sensible à ce sujet-là, elle y travaille aussi. Et il n'y a pas un promoteur de grand championnat qui n'intègre pas le fait que le e-sport fera partie de sa palette. Ce n'est pas par opposition. Il ne s'agit pas d'opposer ces deux mondes. Il ne s'agit pas non plus de substituer l'un par l'autre. Il s'agit juste de dire que le e-sport sera un complément de l'activité du motorsport en général. Et ça ira au-delà des championnats. C'est valable pour les teams, pour les grands constructeurs qui eux-mêmes disposent déjà de leurs propres grands simulateurs qui sont des appareils très poussés qui permettent aux pilotes de parfaitement répéter leur gamme. Et vous avez même des championnats, on en a eu encore l'exemple ce week-end, la Formule I, vous n'avez pas d'autre option que de le préparer qu'un simulateur parce que le circuit est éphémère, il est construit pour une durée de 4 jours au cœur des villes. Donc vous n'avez pas l'occasion de répéter vos gammes avant. Et le e-sport et le simulateur en particulier offrent cette possibilité. Et puis il y a aussi une donnée importante, c'est le côté entertainment. Le motorsport n'échappe à aucune règle des grands sports. La partie entertainment est chaud et majeure. Il faut régénérer son public, il faut intéresser la nouvelle génération, il faut trouver des passerelles, il faut rapprocher les communautés, il faut trouver un langage commun. Et le e-sport est véritablement un agent de liaison entre cette nouvelle génération, entre le fait qu'une majorité de gens jouent aujourd'hui à des jeux et donc vont sans doute approcher le motorsport par ce biais-là et s'y intéresser. Pour les meilleurs peut-être,
effectivement avoir la chance de devenir un jour eux-mêmes pilotes dans une voiture. Alors justement, je prends la balle au bon, étant donné que vous avez parlé de Formula I. Dans certaines catégories sport auto, le virtuel, vous l'avez dit, influence les courses réelles. En Formula électrique, ça donne un bonus, par exemple, de performance. Qu'est-ce que vous pensez de ces procédés d'un point de vue éthique? Bon, c'est toujours très difficile. Il y a différentes approches. Il y en a une autre très intéressante qui est faite par le GT World avec Stéphane Rattel, qui dit même que tous les pilotes doivent participer à une épreuve e-sport qui précède la vraie épreuve de quelques jours et que le vainqueur va scorer un point qui comptera au classement final du championnat. Si on va au bout de la logique et si on inscrit le e-sport dans la dynamique sportive, c'est un paramètre qu'il faudra prendre en compte. Quand on a fait les 24 heures du Mans virtuel, les grands constructeurs comme Porsche, Ferrari par exemple, avaient fait une véritable sélection de tous leurs pilotes. C'est pas le plus connu qui allait être dans la voiture, dans le simulateur, mais le pilote le plus rapide et le plus efficace. Donc ça peut être intéressant. Il faut que ce soit parfaitement encadré. C'est pour ça qu'il est sans doute très important que les fédérations ou les organisateurs, les promoteurs, les régulateurs du sport soient vigilants là-dessus, qu'il n'y ait pas une dérive, mais inévitablement aussi, vu que le e-sport prendra une place plus importante et prépondérante, il sera important de l'intégrer également dans la dynamique et dans la dimension sportive, et ce sera incontournable, inévitable. Florent, pour une chaîne télé désireuse d'acquérir des droits sportifs, le critère clé, pardon, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est l'audience. Croyez-vous à la commercialisation de droits groupés, réels et virtuels, d'une même compétition à l'avenir? Moi, je pense, pour rebondir, c'est qu'il faut évidemment dissocier les compétitions, on va dire, officielles des compétitions virtuelles, réelles, virtuelles. Il peut y avoir évidemment des passerelles, et je pense que l'e-sport permet aussi à ces deux mondes de pouvoir cohabiter, d'avoir des passerelles. Mais pour le sport, il faut qu'il y ait les mêmes règles. C'est-à-dire, vous avez une compétition d'e-sport qui va faire bénéficier de points pour un championnat officiel. C'est pas forcément équitable. Donc, il faut faire attention à ça. Après, pour l'audience et pour évidemment des produits télé, typiquement, là, on parle des sports mécaniques, mais typiquement, il y a eu la même expérience sur des courses de vélo. Par exemple, une étape du Tour de France en virtuel, ça peut être aussi assez intéressant parce que je pense que sur le monde des sports mécaniques, il y a aussi l'approche sécurité qui peut être aussi intéressant pour nous tous. Et sur une course en virtuel, vous êtes sur votre home trainer, sur votre balcon ou dans votre salon, vous faites aussi du sport et vous faites une course. Peut-être qu'effectivement, pour un diffuseur comme beIN, certaines ligues ou certains ayants droit peuvent imaginer de faire des compétitions virtuelles en amont de leur match officiel. Typiquement, ce week-end, on a diffusé sur beIN le Classico. Pourquoi pas un jour? Et d'ailleurs, pendant la période de confinement en mars-avril, on a eu tout un tas de ligues, notamment la Ligue espagnole de football ou la Ligue allemande, qui nous ont proposé, et on les a diffusés sur beIN, des tournois virtuels avec des joueurs officiels de la Bundesliga. Mais c'était un tournoi complètement virtuel avec des joueurs officiels de la Bundesliga ou de la Liga. Peut-être que demain, il pourra y avoir en guise de levée de rideau d'un classico, un match et un classico virtuel. Pourquoi pas? En tant que diffuseur, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant parce que du coup, on touche une communauté un peu plus jeune qui aujourd'hui, moi j'ai 3 enfants et ils sont beaucoup sur les écrans. C'est aussi intéressant de ramener cette communauté sur l'écran de télé et de vivre le sport, comme je disais tout à l'heure. Le sport est peut-être le dernier événement télé que vous vivez en communauté. Donald, comment les événements sportifs peuvent-ils prendre exemple sur l'e-sport pour faire, par exemple, évoluer le rôle du commentateur? Je pense que de toute façon, de manière globale, c'est l'interactivité qui doit arriver de plus en plus sur les compétitions réelles. Et je crois, si je dis pas de bêtises, c'était Jean-Éric Verne qui avait parlé dans un futur de peut-être de réalité augmentée avec des personnes, des pilotes réels qui vont avoir des voitures qui seront virtuelles dans la même course. On peut avoir plein de choses comme ça. Ou alors, voilà, à l'instar de ce qui a été proposé, de pouvoir avoir des courses en préambule en virtuel pour marquer des points. Le fan boost en Formula I, il peut se passer tellement de choses. Et ce qu'il faut surtout, c'est qu'on arrive à mélanger les deux cultures. Comme sur Gran Turismo, chaque constructeur propose sa vision, c'est le terme, un prototype. Ford, que je représente, a fait un prototype qui s'appelle le Fordzilla P1, qui a été fait intégralement avec les choix du public sur des votes sur Twitter. Et après, c'est les designers de Ford qui l'ont fait. Et la voiture, elle existe pour de vrai. Et elle est canon? Pardon? Et elle est canon? Ah ouais, elle envoie bien le pâté. Ils ont beaucoup. C'est ça. Mais du coup, elle est plutôt typée limite Hot Wheels, tellement c'est le futur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de pouvoir, c'est l'interactivité avec le public qui est important.
c'est de pouvoir avoir comme sur Twitch où on discute avec le streamer, bah, là on va pas discuter avec le pilote, ça va être un peu compliqué, mais de pouvoir bouger les angles de vue, de pouvoir des interactions, des boosts en direct. Et ça, il n'y a que le digital qui peut l'apporter. Et quand tout le monde sera OK pour faire des trucs comme ça avance déjà beaucoup. Hein. Le fan boost, déjà, c'était un truc incroyable. On aurait dit ça à l'époque de Prost et Senna, on aurait halluciné. Mais ça bouge, ça va bouger encore plus et il me tarde de voir ce que le futur pourra nous apporter là-dessus. Donald, Florent, Gérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je laisse à présent la parole à Bertrand Amar, Head of eSport chez Webedia, en compagnie de Guillaume Rambourg, DG France de Riot Games. Ils vont analyser la mutation des championnats eSport vers le modèle des ligues et son impact auprès des sponsors. Bonsoir Monaco et bienvenue à la grande finale de la Ligue française